Au cours de l'été de l'année 1871, une petite auberge ouvrit ses portes dans le comté de la Bête, situé dans l'État du Kansas. Il s'agissait essentiellement d'une demeure modeste proposant des chambres pour se reposer et se loger, ainsi qu'un abri destiné aux chevaux, aux effets personnels et aux voitures. Cette auberge fut édifiée à proximité de ce que l'on appelait alors le sentier Osage, l'une des routes les plus empruntées par les pionniers et les colons en route vers l'ouest des États-Unis. Le chantier fut dirigé par une famille désormais connue sous le nom de Bender. À un certain moment, ce nom fut associé à des meurtres en série et à de mystérieuses disparitions. La famille surnommée les Bloody Benders était originaire d'Allemagne. La génération précédente s'était établie en Amérique bien avant ces événements. Au moment de l'ouverture de l'auberge, la famille se composait de 4 membres. Le chef de famille, John Bender père, était un homme de haute stature et de forte corpulence, au tempérament ferme, qui semblait avoir environ 60 ans. Il ne parlait presque pas anglais, et son accent allemand était si prononcé que personne ne comprenait véritablement ce qu'il tentait d'exprimer. Son épouse, Elvira Bender, était, selon les informations disponibles, âgée de 42 ans. Tout comme son mari, elle se distinguait par un caractère austère et réservé. On racontait qu'elle avait fréquenté plusieurs hommes dans sa jeunesse, tous disparus dans des circonstances mystérieuses. Le couple avait également 2 enfants. Leur fils, John Bender fils, âgé d'environ 25 ans, était souvent perçu comme un simple d'esprit. Il riait fréquemment sans raison et émettait à chaque fois des sons étranges. Sa sœur, Kate Bender, qui avait un peu plus de 20 ans, contrastait fortement avec le reste de sa famille. Selon les critères de l'époque, elle était considérée comme une jolie jeune femme. Elle possédait une vaste culture et se rendait régulièrement dans les villes voisines où elle restait parfois plusieurs jours consécutifs. Elle agissait ainsi avec la conviction profonde d'être dotée de dons particuliers. Par exemple, elle prétendait pouvoir communiquer avec les esprits des défunts et organiser, contre rémunération, des séances de spiritisme. Mais ce n'est nullement cet aspect de son histoire qui nous intéresse ici. En 1871, les Bender s'installèrent dans le comté de la Bête. Après avoir exercé divers emplois temporaires, ils prirent la décision d'ouvrir une auberge. Celle-ci devait faire office à la fois d'hôtel et d'épicerie. L'ensemble des installations avait été construit à la main. L'auberge se trouvait à proximité du sentier le plus fréquenté, ce qui permettait aux Bender d'attirer l'attention des voyageurs de passage. La maison principale était divisée en plusieurs parties. Il s'agissait d'une simple construction en bois, relativement modeste selon les standards actuels, mais typique pour l'époque. Pour séparer les différents espaces, John Bender père suspendait simplement un grand pan de tissu. Ainsi, la partie avant de la maison faisait office de pièce commune. On y trouvait une table à manger, quelques chaises, ainsi qu'une petite armoire contenant des conserves et d'autres denrées alimentaires. C'est dans cette pièce que les Bender accueillaient leurs invités. Derrière le grand rideau de tissu se trouvait la pièce à vivre de la famille. Et ce tissu, servant à délimiter les 2 espaces, ne tarda pas à prendre une dimension des plus inquiétantes. En effet, tout voyageur séjournant dans la zone réservée aux invités se retrouvait toujours assis sur une chaise face à ce rideau, sans avoir la moindre idée de la menace qui rôdait derrière. Il convient également de noter que les Bender avaient aménagé une cave. L'entrée, dissimulée dans la cuisine, prenait la forme d'une petite trappe. À la fin de l'hiver de l'année 1871, l'auberge ouvrit officiellement ses portes. Elle offrait aux voyageurs les prestations les plus simples, un repas chaud et un couchage pour la nuit. À première vue, tout semblait parfaitement ordinaire. De nombreux clients ayant séjourné chez les Bender dès les premiers jours repartirent sans le moindre incident. Beaucoup affirmèrent même y avoir passé un moment agréable. Elvira Bender préparait un ragoût savoureux, suivi d'un café fumant. Kate, quant à elle, s'occupait de divertir les invités en animant les soirées. Toujours est-il que la réputation de l'auberge se répandit rapidement et nombre de voyageurs empruntant régulièrement le sentier Osage s'y arrêtaient volontiers. Toutefois, au fil du temps, certains commencèrent à remarquer que des personnes ayant passé la nuit dans les environs disparaissaient fréquemment. D'après certains témoignages, près d'une centaine de disparitions auraient été signalées dans cette zone. Bien entendu, à l'époque, ces absences n'éveillaient que peu d'inquiétude. En voyage, chacun transportait généralement tous ses biens, argent, objets de valeur, vêtements. En d'autres termes, presque tout le monde avait sur soi de quoi attirer l'attention de malfaiteurs.
Par ailleurs, bon nombre de disparus ne possédaient ni famille, ni amis, et encore moins de relations influentes. Retrouver une personne précise dans l'Ouest sauvage relevait presque de l'impossible. Il arrivait néanmoins que certains disparus soient retrouvés, ou plus exactement, leur corps. Ainsi, le cadavre d'un homme fut découvert dans une rivière. Il avait le crâne fracassé et la gorge tranchée. Les autorités interrogèrent alors le propriétaire du terrain sur lequel le corps avait été retrouvé. Bien qu'il ait suscité de vifs soupçons, il fut relâché. Au cours des mois suivants, plusieurs autres corps furent découverts, tous présentant des blessures similaires. Pourtant, pour une raison ou une autre, les autorités ne se hâtèrent pas de faire avancer les enquêtes. Il semble qu'en raison des vastes mouvements de population, elles accordaient peu d'attention à ces affaires. Comme je l'ai mentionné, les disparitions étaient monnaie courante, et personne ne disposait ni du temps ni des moyens nécessaires pour s'y attarder sérieusement. Ainsi, de la fin de l'année 1871 jusqu'au mois de février 1872, une dizaine de corps furent retrouvés. Parfois découverts isolément, parfois par deux, toutes les victimes présentaient des blessures presque identiques. Un coup violent porté à la tête, suivi d'une profonde entaille à la gorge. À ce stade, vous vous demandez sans doute quel rapport tout cela peut avoir avec cette affaire. En réalité, toutes ces personnes furent tuées de sang-froid par Kate Bender. Lorsqu'un voyageur s'arrêtait à l'auberge, en particulier s'il était seul, Kate observait attentivement son comportement. Elle engageait la conversation, lui demandait où il se rendait, qui l'attendait, et si quelqu'un savait qu'il empruntait le sentier d'Osage. Si les réponses la rassuraient, elle examinait plus en détail son apparence, les bottes qu'il portait, la matière de ses vêtements, l'état général de sa mise. De cette façon, la jeune femme pouvait estimer s'il transportait des objets de valeur. C'est à ce moment-là que John Bender père se tenait caché derrière le grand rideau de tissu. Si Kate jugeait que le butin potentiel en valait la peine, elle lui adressait un discret signe de tête. Il surgissait aussitôt, armé d'un marteau, et s'approchait silencieusement de l'invité. D'un coup brutal porté à la tête, il faisait s'effondrer sa victime. Presque au même instant, Kate sortait un couteau et achevait l'homme d'un geste précis. Aucune chance de fuir. Ensuite, les Bender se précipitèrent sur le cadavre. Ils le dépouillaient, fouillaient ses effets personnels, vérifiaient les doublures de ses vêtements et même l'intérieur de ses talons. Si le voyageur possédait un cheval, celui-ci était rapidement mis à l'abri dans l'écurie. Avant de se débarrasser du corps, ils le jetèrent dans la cave. Il leur suffisait pour cela d'ouvrir la trappe dissimulée dans la cuisine et d'y faire glisser le cadavre. C'est ainsi que les meurtres se déroulaient sans bruit, sans témoin et, pendant un temps, sans conséquences. Chaque étape avait été pensée à l'avance. Tout était rigoureusement organisé, et les Bender formaient une famille véritablement soudée. Seules les personnes jugées d'une confiance absolue pouvaient être impliquées dans une affaire aussi macabre que celle dans laquelle ils étaient engagés. La moindre erreur, la moindre trahison signifiait la mort. C'est pourquoi ils agissaient toujours d'un seul bloc. Selon l'opinion générale, Kate en était la véritable meneuse. Elle était, sans conteste, la plus intelligente, la plus rusée et la plus calculatrice de la famille. Son frère John, à l'inverse, était perçu comme un homme faible et, pour être franc, profondément limité. Tout reposait donc sur elle. Peut-être même que leurs parents ne comprenèrent pas pleinement l'ampleur de ce dans quoi ils étaient impliqués. À leurs yeux, il ne s'agissait peut-être que de simples vols. Mais leur fille, elle, était une authentique psychopathe. Elle contrôlait chaque détail, accueillait les invités, conversait avec eux tout en évaluant leur attitude, leur nervosité, leur assurance. D'un simple signe de tête, elle décidait du sort de celui qui se trouvait devant elle, vivre ou mourir. Et le voyageur, installé dans cette modeste maison de bois, ne se doutait pas un seul instant que son sort était déjà scellé. Le plus terrifiant, c'est que le père de Kate, sans l'ombre d'un doute, obéissait à sa volonté. Il attendait son signal, et lorsqu'il le recevait, il surgissait de derrière la cloison et frappait sa victime d'un violent coup de marteau. 2 années s'étaient écoulées depuis l'ouverture de cette auberge. À ce moment-là, le sentier d'Osage commençait à être de moins en moins fréquenté. Les voyageurs prenaient peu à peu conscience que trop de personnes disparaissaient sur cet itinéraire. C'est pourquoi beaucoup choisirent de le contourner, quitte à rallonger leur trajet de plusieurs jours. Mais la famille Bender se montra insatiable. Même dans ce contexte, rien ne les arrêta. Ils continuèrent à tuer. Et si leur propriété semblait ordinaire au premier regard,
elle n'était en réalité rien d'autre qu'un véritable cimetière. Cela dit, les Bender cultivaient un petit potager. Ainsi, lorsque des fermiers passaient à proximité et voyaient le père de famille en train de retourner la terre, personne ne s'en étonnait. Tous pensaient qu'il entretenait simplement son jardin. Jamais il ne venait à l'esprit de quiconque que cet homme pouvait enterrer les corps de ses victimes. Cependant, en avril 1873, un homme se lança à la recherche d'un disparu. Il s'agissait d'un médecin respecté et aisé, du nom de William York. Il était parti sur les traces de son ami John, disparu sans laisser de traces quelques semaines auparavant. Sa fille l'accompagnait et on les vit pour la dernière fois sur le sentier d'Osage. William s'arrêta à chaque maison, posant inlassablement la même question aux habitants. « Avez-vous vu un homme nommé John, accompagné de sa jeune fille ?» Mais partout, la réponse fut la même. Personne n'avait rien vu ni entendu. Finalement, William parvint jusqu'à la maison des Bender. C'est Kate qui lui ouvrit la porte. Elle comprit aussitôt qu'un homme aisé se tenait devant elle. Il portait un chapeau de grande qualité, des vêtements impeccablement coupés et de solides bottes de cuir. Après quelques instants d'observation, elle afficha un sourire engageant et l'invita à entrer. Mais William n'avait nullement l'intention d'y passer la nuit. Il était venu avec un objectif bien précis, savoir si quelqu'un avait aperçu son ami disparu. Kate réfléchit un bref instant, puis répondit calmement qu'elle n'avait vu ni l'homme ni la jeune fille. En même temps, elle ne manqua pas l'occasion d'attirer le visiteur à l'intérieur. Elle déclara pratiquer le spiritisme et se proposa spontanément de tenter d'entrer en contact avec les esprits afin de localiser les personnes disparues. Finalement, William accepta. Ce fut là son erreur fatale. William comprit immédiatement que quelque chose clochait. Il refusa le café, ne toucha pas à son repas et posa de nombreuses questions. Peu à peu, l'atmosphère devint encore plus lourde. Il avait la nette impression d'être observé, mais ce pressentiment ne suffit pas à lui sauver la vie. John Bender père s'était déjà installé à sa position habituelle, prêt à frapper. Lorsque William se montra trop insistant, Kate tourna discrètement la tête vers son père et lui adressa un signe imperceptible. Sans la moindre hésitation, celui-ci se jeta sur sa victime. Mais assassiner William fut la plus funeste erreur de toute l'histoire des Bender. Cet homme jouissait d'un respect considérable et, pire encore pour les Bender, il avait pris soin d'informer plusieurs personnes qu'il partait sur le sentier d'Osage à la recherche d'un ami disparu. Et ce n'était pas tout. Le frère de William n'était autre qu'Ed York, colonel et vétéran de la guerre de sécession. En vertu des lois en vigueur à l'époque, un officier de son rang avait le droit d'inspecter toutes les propriétés situées le long de la piste. N'ayant reçu aucune nouvelle de son frère, Ed sella son cheval et emprunta la même route. Comme peu de temps s'était écoulé, les habitants qu'il interrogea se souvenaient encore de William. Plusieurs confirmèrent qu'il avait bien parcouru le sentier et qu'il avait parlé de son ami disparu. Ainsi, étape par étape, Ed atteignit le dernier endroit connu, l'auberge des Bender. Il frappa à la porte, et comme à l'accoutumée, ce fut Kate qui vint ouvrir. Elle sembla sincèrement ravie de recevoir un nouvel invité. Rien d'étonnant à cela. Un homme bien vêtu se tenait une fois de plus devant elle. Son costume, ses chaussures et sa prestance trahissaient une certaine aisance. Kate perçut immédiatement qu'il pouvait avoir sur lui un portefeuille et d'autres objets de valeur. Presque sans réfléchir, elle l'invita à entrer. Mais le colonel refusa poliment. Il expliqua qu'il n'avait nullement l'intention de rester, ni de manger, ni de dormir, ni même de boire quoi que ce soit. Selon ses propres mots, il cherchait simplement son frère William et souhaitait savoir s'il avait été vu ici. Il ajouta qu'il comptait également s'adresser aux autres propriétaires des environs afin de rassembler le maximum d'informations. En entendant cela, Kate déclara que ses parents ne parlaient pas anglais ou seulement avec beaucoup de difficultés. Néanmoins, Ed souligna avec gravité la nature de la situation. Non seulement son frère avait disparu, mais également leur ami commun, ainsi que la fille de ce dernier. Tout en gardant son sourire, Kate répondit qu'elle n'avait jamais entendu parler de ces personnes. Selon elle, personne n'avait eu de leurs nouvelles ces derniers jours, voire depuis plusieurs semaines. Après ces mots, la jeune femme tenta une nouvelle fois d'attirer Ed à l'intérieur en évoquant une séance de spiritisme. Mais Ed ne se laissa pas convaincre. Il la remercia poliment et s'éloigna en silence. Sur le chemin du retour, le colonel ressentit un profond malaise. Cette maison lui avait paru suspecte dès le premier instant. D'ailleurs,
Dès que Kate avait ouvert la porte, Ed avait remarqué qu'Elvira Bender était assise dans l'ombre, dans une autre partie de la pièce, et le fixait du regard. La disposition même de la maison, séparée en deux par un simple rideau de tissu, lui sembla étrange, presque oppressante. Une atmosphère lourde et funèbre régnait entre ces murs de bois. Tout, en somme, paraissait artificiel et soigneusement orchestré. Cependant, Ed ne disposait d'aucune preuve tangible ni d'un motif légal suffisant pour fouiller les lieux. Il ne pouvait donc, pour l'heure, que se fier à son intuition. Mais quelques jours plus tard, un événement inattendu allait tout bouleverser. Une femme fit irruption dans le bureau du colonel. Elle n'avait nulle part où vivre et surtout affirmait s'être échappée de chez les Bender. Sans perdre une seconde, le colonel rassembla ses hommes et se précipita vers l'auberge. À leur arrivée, Kate tenta de les apaiser et d'éclaircir la situation. C'est alors que sa mère, Elvira, que l'on croyait incapable de prononcer un mot d'anglais, s'exprima avec une aisance déconcertante, presque sans accent. Furieuse, elle cria que cette femme, qui qu'elle fût, avait osé critiquer son café et l'avait traitée de sorcière. La tension retomba quelque peu. Toutefois, le colonel s'interrogeait toujours. Pourquoi Kate avait-elle menti en affirmant que sa mère ne parlait pas anglais ? Il ne parvenait pas à comprendre ce qu'elle cherchait à lui dissimuler. Malgré cet épisode troublant, aucune preuve tangible ne permettait encore d'agir. Le colonel dut donc se retirer. Peu après, les Bender décidèrent de cesser toute activité. À ce stade, ils avaient amassé suffisamment d'économies. Et dès qu'ils disparurent, des changements commencèrent à s'opérer dans la région. Au milieu de l'année 1873, les habitants du comté tinrent une réunion. Tous étaient profondément préoccupés par l'abandon progressif du sentier d'Osage que de plus en plus de voyageurs évitaient. La population souhaitait identifier les responsables afin de mettre un terme à ce chapitre sombre et de rétablir la confiance dans la région. De simples fermiers, des hommes d'affaires, des représentants des autorités locales, le colonel Ed York et même John Bender fils assistaient à cette assemblée. À l'issue d'un vote, il fut décidé de fouiller chaque maison, chaque auberge et chaque ferme située le long du sentier d'Osage. L'objectif principal de cette opération était de retrouver les auteurs des disparitions. Il convient de noter qu'au départ, ces recherches ne donnèrent aucun résultat concluant. De plus, les conditions météorologiques se détériorèrent rapidement, contraignant les volontaires à suspendre leurs efforts. Plus d'une semaine s'écoula ainsi. Peu après, un agriculteur local effectuant son trajet habituel le long du sentier décida de faire une halte chez les Bender afin d'y prendre un café. Arrivé devant la maison, il remarqua que la porte d'entrée était grande ouverte. Personne ne sortit pour l'accueillir, ce qui l'alarma aussitôt. Surmontant sa crainte, il jeta un regard à l'intérieur et appela plusieurs fois les membres de la famille. En vain. Aucune réponse. Il observa alors que les animaux, notamment les poules et les cochons, semblèrent faméliques. Certains gisaient déjà au sol, inertes, preuve qu'ils n'avaient pas été nourris depuis plusieurs jours. Après quelques instants d'hésitation, il entra dans la maison pour inspecter les lieux. L'intérieur était silencieux et plongé dans la pénombre. En parcourant les pièces, il constata que tout avait disparu. Plus de conserves, plus de vêtements, ni le moindre objet personnel appartenant à la famille. Finalement, l'agriculteur retourna en ville et fit part de ses découvertes au colonel York. Le lendemain matin, Ed retourna sur les lieux, accompagné de ses hommes et de plusieurs fermiers. Ils encerclèrent la maison et appelèrent les membres de la famille Bender, mais personne ne répondit à leurs appels. Finalement, le colonel prit la décision d'entrer. C'était la première fois qu'il pénétrait dans la demeure. Dès les premiers pas, il fut saisi d'effroi. Une odeur pestilentielle emplissait l'air, mélange âcre de moisissure, de pourriture et de chair en décomposition. Au bout de quelques minutes, Ed remarqua une trappe menant à la cave. Lorsqu'il en souleva le couvercle, une vague d'horreur l'envahit. Ce qu'il découvrit n'avait rien d'une cave ordinaire. Il s'agissait d'un espace étroit, souillé d'une substance noire et visqueuse. En y regardant de plus près, le colonel comprit qu'il s'agissait de sang séché. L'odeur était si insoutenable que plusieurs de ses hommes se précipitèrent dehors. Mais lui resta, déterminé à faire toute la lumière sur ce lieu maudit. En poursuivant son inspection, Ed remarqua un détail particulièrement troublant. Des impacts de balles étaient visibles sur les murs et même sur le toit de la maison. Tout laissait penser qu'une personne avait tenté de se défendre de l'intérieur contre une attaque venue de l'extérieur.
Cette découverte ne fit que confirmer les pires craintes du colonel. Des personnes avaient bel et bien été tuées à l'intérieur de cette maison. Le soir même, le colonel se lança à la recherche d'indices. Dans le jardin situé derrière l'auberge, la terre paraissait fraîchement retournée. Ed prit alors une bêche et commença à creuser. En réalité, il n'eut même pas besoin de beaucoup d'efforts. Le corps de son frère, William, gisait presque à la surface, dissimulé sous une mince couche de terre. Tout laissait penser qu'il se trouvait là depuis plusieurs semaines. Tout devint alors clair. Si le corps du frère du colonel reposait à cet endroit, cela signifiait que les Bender avaient probablement laissé de nombreuses autres victimes dans ce sol. Pendant ce temps, la nuit tombait, rendant toute excavation plus difficile. Néanmoins, plusieurs groupes demeurèrent sur place, inspectant le jardin et ses alentours. Munis de longues tiges métalliques, ils les enfonçaient lentement dans la terre, à l'écoute du moindre indice. Lorsqu'une tige rencontrait une résistance inhabituelle, l'endroit était immédiatement marqué. Dans la matinée, les fouilles se poursuivirent. Au moins 12 corps furent exhumés aux emplacements précédemment marqués. La plupart étaient méconnaissables, ce qui laissait penser qu'ils avaient été enterrés depuis plus d'un mois. Le colonel parvint néanmoins à reconnaître le corps de John, l'ami de son frère. À ses côtés furent également découverts les restes d'une petite fille, vraisemblablement sa fille. La maison des Bender fut inspectée en détail. 3 marteaux y furent retrouvés. On suppose qu'ils ont servi d'armes. Par ailleurs, un journal intime fut découvert. Il contenait les noms de plusieurs individus. Certains avaient passé la nuit chez les Bender, d'autres avaient entretenu des relations commerciales avec eux. Par la suite, une dizaine de personnes furent arrêtées et inculpées pour complicité. Toutes avaient participé à la revente de biens volés, pleinement conscientes de leur provenance. Dès la fin des fouilles, des foules accoururent sur les lieux. Selon diverses estimations, au moins 3000 personnes visitèrent la scène du crime en seulement quelques jours. Les curieux s'y rendaient comme à une foire. Certains se contentaient de regarder, d'autres espéraient emporter un souvenir. La maison fut alors entièrement pillée. Les planches, les murs, les fondations, tout fut démonté. Bientôt, il ne resta plus rien de la demeure des Bender. Tout avait disparu, tout comme les criminels eux-mêmes. Les autorités se retrouvèrent dépassées par les événements. Il leur fallait retrouver tous les membres de la famille et les traduire en justice, mais la tâche s'avérait particulièrement difficile. Plusieurs équipes furent dépêchées sur les traces des fugitifs. À une vingtaine de kilomètres de l'auberge, on découvrit la charrette tirée par les chevaux que les Bender avaient utilisés pour fuir. Les animaux, épuisés et affamés, avaient manifestement été abandonnés. Les criminels avaient sans doute poursuivi leur route à pied, gagné la ville la plus proche, acheté des billets de train et disparu vers une destination inconnue. Par la suite, des rumeurs circulèrent selon lesquelles John Bender, fils, serait mort des suites de complications liées à une maladie cérébrale. Quant à ses parents, selon une version, ils auraient terminé leur jour à Saint-Louis, dans le Missouri. Kate, quant à elle, continua à se cacher des autorités et nul ne sut jamais où elle se trouvait. À plusieurs reprises, des femmes ressemblant à Elvira et Kate Bender furent arrêtées, mais aucune preuve formelle ne permit d'établir leur véritable identité. Il est à noter que plusieurs objets furent saisis dans la maison des Bender, notamment les marteaux présumés avoir servi d'armes. Ces pièces sont aujourd'hui exposées dans un musée régional. À l'origine, les autorités avaient envisagé d'ouvrir un musée dédié à cette affaire, mais les habitants s'y opposèrent catégoriquement. On peut aisément comprendre leur réaction. Il s'agit là de l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire de l'État. En l'espace de 2 ans, la famille Bender parvint à mettre en œuvre son effroyable projet, tirant profit de la vie d'autrui. Des centaines d'innocents disparurent sans laisser de traces, et aucun coupable ne fut jamais traduit en justice. Cette affaire s'est déroulée aux États-Unis d'Amérique. Ada Quadros Fernandez est née le 13 septembre 1977 dans la grande ville côtière de Chimbote, située dans le département d'Ancash, au Pérou. Elle est l'aînée de Victor Quadros Reyes, vétérinaire de profession, et de son épouse, Luz Fernandez, enseignante. Dès son plus jeune âge, Ada s'est distinguée par son sérieux et ses excellents résultats scolaires, devenant un véritable modèle pour son entourage. Elle a maintes fois démontré l'étendue de ses connaissances et remporté les Olympiades de son établissement. Comme elle l'a raconté bien des années plus tard,
Elle aimait, durant son enfance, passer du temps avec ses jeunes sœurs à la ferme de ses grands-parents, en contact étroit avec la nature et les animaux. Cette période, empreinte de liberté et de joie simple, fut sans doute la plus insouciante de sa vie. Bien que la famille d'Ada ne fût pas considérée comme pauvre selon les critères locaux, les ressources financières restaient limitées et l'argent manquait souvent. C'est pourquoi, à l'adolescence, la jeune fille chercha divers moyens de soutenir ses parents. Avec l'une de ses sœurs et une amie, elle forma un petit groupe qui gagnait un peu d'argent en divertissant les enfants lors de différents événements. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires avec mention, Ada intégra l'université pour y suivre des études de droit. Cependant, à son grand regret, elle fut contrainte d'interrompre sa formation, faute de moyens financiers, et dut renoncer à son rêve de poursuivre un enseignement supérieur. Malgré les difficultés, la jeune fille nourrissait une profonde volonté de changer de vie, de réussir et de venir en aide à sa famille. Animée par cet espoir, elle décida de tenter sa chance en postulant à la loterie annuelle organisée par les autorités des États-Unis d'Amérique, permettant à un certain nombre de candidats d'obtenir un visa par tirage au sort. Comme de nombreux jeunes péruviens, et plus largement, beaucoup de jeunes originaires d'Amérique latine, Ada voyait les États-Unis comme une terre d'opportunités, un pays où elle pourrait améliorer ses conditions de vie. Résolue à partir, elle aspirait à trouver un emploi stable, un revenu digne et un avenir meilleur pour elle-même et pour ses proches. Ses parents, ainsi que ses frères et sœurs, partagèrent sa joie et son enthousiasme. Ils vendirent certains de leurs biens et firent tout leur possible pour réunir les fonds nécessaires à son départ. La destination d'Ada était l'État du Texas, où plusieurs membres de sa famille s'étaient déjà installés depuis longtemps. C'est chez eux qu'elle allait être hébergée à son arrivée, pour la première fois sur le sol américain. Au début de l'année 2004, Ada effectua enfin le déménagement tant espéré. Comme beaucoup de jeunes dans une situation comparable, elle débuta sa vie professionnelle aux États-Unis dans le secteur des services. Après un certain temps, elle changea d'emploi et obtint un poste au sein d'une entreprise spécialisée dans le placement de nourrices. C'est dans ce contexte qu'en exerçant cette nouvelle activité, Ada fit la connaissance de la famille Lazarzik, une famille aisée. Celle-ci était composée de Michael, que tout le monde appelait Mike, de son épouse Renée, de leur fille aînée Alicia, ainsi que de jeunes jumeaux prénommés Ryan et Kyle. Mike et Renée étaient originaires du comté de Collin, dans l'État du Texas, et, à l'époque des faits, ils résidaient dans la ville de McKinney. Peu après leur mariage, Renée tomba enceinte de leur première fille, Alicia. Environ 4 mois après la naissance de cette dernière, elle découvrit qu'elle attendait de nouveau un enfant. Cette fois-ci, il s'agissait de jumeaux, Ryan et Kyle. La famille Lazarchik recherchait une nourrice attentionnée en qui elle pourrait avoir une confiance totale pour s'occuper des jumeaux lorsque Renée reprendrait son travail. Alicia, quant à elle, était déjà bien intégrée à la garderie qu'elle fréquentait quotidiennement où elle s'était fait de nouveaux amis. Les parents décidèrent donc qu'elle continuerait à y aller, tandis que les jumeaux resteraient à la maison sous la garde de la nourrice. Mike et Renée reçurent plusieurs candidats en entretien. L'un d'eux était Ada. Elle leur parut la plus apte à remplir la mission qu'ils souhaitaient confier. Assez jeune sans être adolescente, elle avait environ 27 ans. Elle dégageait une impression de bonne santé, semblait physiquement robuste, polie et surtout dotée d'un caractère doux et équilibré. Renée proposa alors à Ada de commencer immédiatement afin qu'elle puisse passer quelques semaines ensemble. Elle voulait lui expliquer le fonctionnement de la maison, l'emplacement des objets et les attentes précises concernant la garde des enfants. Renée comptait également lui transmettre les connaissances qu'elle avait acquises lors de ses cours de préparation à l'accouchement et de soins aux jumeaux. Cela lui permettrait aussi d'observer directement la manière dont Ada s'occupait des 2 bébés, âgés d'un peu plus d'1 an. Ada, de son côté, posa quelques conditions. Elle précisa notamment qu'elle ne pourrait pas travailler plus de 18 mois auprès de la famille. Au départ, sa présence n'était prévue que durant la journée, mais, avec le temps, les parents des jumeaux lui demandèrent de passer la nuit sur place. Ada accepta sans hésitation. À partir de ce moment-là, elle ne quittait la maison que le week-end, qu'elle passait chez ses proches. Les jours s'écoulaient sans qu'elle s'en rende compte. Mike et Renée étaient pleinement satisfaits de son travail. Ils avaient appris à l'estimer et lui faisaient confiance comme à un membre de leur propre famille. Des photos d'Ada figuraient même parmi celles affichées dans la maison. Mais avec le temps, les choses commencèrent à changer.
Environ un an plus tard, au cours de l'été 2005, Ada informa ses employeurs que son oncle et sa tante s'apprêtaient à retourner au Pérou avant de s'envoler ensuite pour l'Allemagne. Il était évident, d'après le contexte, que la jeune femme avait l'intention de les accompagner. Tout semblait déjà organisé de son côté. Elle avait même acheté un billet d'avion pour le 29 octobre de la même année. La famille Lazarczyk prit cette nouvelle très mal. Avant tout parce qu'un tel départ aurait constitué, à leurs yeux, une rupture de l'engagement initial. Toutefois, après la surprise et la déception, ils finirent par comprendre la situation. Ils demandèrent alors à Ada de rester jusqu'à ce qu'ils aient trouvé une remplaçante et lui demandèrent également de participer aux recherches. Ada accepta cette proposition. Néanmoins, à partir de ce moment-là, elle ne dormit plus dans la maison familiale. Chaque soir, elle rentrait chez ses parents et ne revenait qu'au petit matin. En raison du changement de situation et de la date imminente du départ d'Ada, les parents des jumeaux convoquèrent plusieurs nouvelles candidates à des entretiens en vue de lui trouver une remplaçante. Le 12 octobre, en journée, René téléphona à Ada pour lui demander de venir préparer des macaronis au fromage pour les enfants. La jeune femme répondit favorablement à cette demande et leur donna à manger, comme elle en avait l'habitude. Plus tard, lorsque René rentra à la maison, elle passa plus d'1 heure avec les enfants avant leur coucher. Tout semblait se dérouler comme d'ordinaire. Cependant, à 5 heures du matin, le jeudi 13 octobre, le petit Kyle se réveilla en pleurant. Cela était très inhabituel, car les jumeaux dormaient généralement bien et ne se réveillaient jamais d'eux-mêmes aussitôt. Il fallait toujours les réveiller. René finit par se lever et se rendit dans la chambre des enfants. Elle prit Kyle dans ses bras et le calma doucement jusqu'à ce qu'il se rendorme. 2 heures plus tard, le père des garçons entra dans leur chambre, les réveilla, les embrassa, puis les confia à la nourrice venue prendre son service ce matin-là. La fois suivante où René se réveilla, il était déjà plus de 9 heures. Elle passa un moment avec les jumeaux, changea la couche de Ryan, leur dit au revoir, puis quitta la maison pour se rendre au travail, comme à son habitude. Les enfants allèrent bien, rien ne paraissait anormal, si ce n'est le réveil matinal inhabituel de Kyle. Mais vers 13 heures, la situation bascula brusquement. Ada, visiblement très agitée, appela les services d'urgence. La jeune femme déclara qu'un des enfants dont elle avait la charge était tombé malade. Selon ses dires, il avait cessé de respirer normalement et était devenu bleu. Le régulateur des urgences lui demanda alors d'appeler une ambulance à l'adresse indiquée et de pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire sur l'enfant. Ada suivit scrupuleusement les instructions jusqu'à ce qu'elle entende la sirène d'un véhicule de secours approcher. Quelques instants plus tard, les ambulanciers pénétrèrent dans la maison et prirent en charge le petit Kyle. Dans le même temps, les membres de l'équipe médicale tentèrent de recueillir des informations auprès de la nourrice. En larmes, elle expliqua qu'après le déjeuner, elle avait porté Ryan jusqu'à son lit, puis qu'elle était retournée chercher son frère pour le coucher à son tour. Lorsqu'elle revint dans la pièce, Kyle était en train de vomir violemment et avait cessé de respirer. Pendant que les ambulanciers continuaient à prendre en charge le bébé, Ada téléphona à René et lui raconta ce qui s'était passé, du mieux qu'elle put. Toutefois, elle présenta à la mère des jumeaux une version légèrement différente des faits. La jeune femme expliqua qu'après avoir fait manger les enfants, elle avait sorti Kyle de sa chaise haute et, comme à son habitude, l'avait laissé au sol dans la salle de jeu avant de se rendre auprès de son frère. Mais lorsqu'elle revint dans la pièce, Kyle était déjà en train de vomir. Toujours selon Ada, elle se précipita alors dans la cuisine pour chercher un récipient afin de recueillir les vomissures. À son retour, le petit garçon était étendu au sol, inerte et glacé. Elle l'aurait aussitôt soulevé, porté jusqu'à l'évier, puis tenté d'appliquer le geste que René lui avait enseigné au cas où l'un des jumeaux cesserait de respirer. Mais cela non plus n'eut d'effet. Pendant ce temps, les ambulanciers, après avoir prodigué les premiers soins au bébé, le transportèrent immédiatement à l'hôpital le plus proche. Lorsque René rentra chez elle, l'ambulance qui emmenait son fils était déjà partie, mais des policiers se trouvaient encore sur place, comme c'est souvent le cas lorsqu'ils accompagnent les services d'urgence dans ce type de situation. René prit alors Ryan dans ses bras et demanda à Ada de les accompagner à l'hôpital. Les policiers les suivirent dans un autre véhicule. En chemin, René appela son mari, qui se trouvait déjà aux urgences. Après un premier examen, les médecins décidèrent de transférer Kyle par hélicoptère, en compagnie de ses parents, vers un hôpital pour enfants situé à Dallas.
Avant leur départ, Renée confia Ryan à Ada et lui demanda de rentrer chez elle. Dans le même temps, elle constata que la jeune femme était en état de grande nervosité et estima qu'elle n'était probablement pas en mesure d'apporter à l'enfant l'attention dont il avait besoin. Renée appela alors une amie proche et lui demanda de se rendre à leur domicile afin de soutenir Ada. Peu après, Janet, l'amie de Renée, arriva au domicile des Lazarchik. Ada lui ouvrit la porte et l'invita à entrer. La femme, venue pour lui prêter main forte, demanda à la jeune fille de lui expliquer ce qui s'était passé. Ada lui raconta exactement la même version que celle qu'elle avait donnée un peu plus tôt à la mère de Kyle. Puis, après une brève pause dans son récit, Ada déclara en pleurant qu'elle aimait les jumeaux de tout son cœur et qu'elle ne leur ferait jamais de mal. Janet tenta de la réconforter, car tout, dans l'attitude de la jeune femme, laissait penser qu'elle était profondément bouleversée par les événements. Pendant ce temps, à l'hôpital pour enfants de Dallas, les époux Lazarchik reçurent de très mauvaises nouvelles concernant l'état de santé de leur fils. Le médecin en charge de Kyle expliqua que l'enfant souffrait de blessures particulièrement graves à la tête, ainsi que de lésions au bras et à l'épaule gauche. Un peu plus tard, un neurochirurgien vint à la rencontre des parents, visiblement sous le choc. Le spécialiste leur annonça que le cerveau du petit garçon était soumis à une pression intracrânienne extrême, rendant ses chances de survie extrêmement faibles. Selon lui, l'état de l'enfant était comparable à celui d'une victime d'un grave accident de la route ou d'une chute depuis le 6e étage d'un immeuble. En d'autres termes, tout semblait indiquer que Kyle avait été victime de maltraitance, ou plus précisément, d'un acte de violence physique infligé par un adulte. Les parents de Kyle furent profondément bouleversés par ce qu'ils apprirent. Jamais ils n'auraient imaginé qu'un tel drame fût possible. Leur première pensée fut que la nourrice avait peut-être trébuché en tenant l'enfant dans ses bras, ou qu'elle l'avait accidentellement laissé tomber, puis, submergée par la peur ou la honte, avait choisi de se taire. Cependant, les médecins expliquèrent clairement la nature des blessures subies par Kyle ainsi que la violence avec laquelle elles avaient été infligées. À la lumière de ces éléments, l'hypothèse d'un accident perdit rapidement toute crédibilité. Renée finit par appeler Janet et lui demanda de faire sortir l'autre jumeau de la maison sans délai, ce qu'elle fit aussitôt. Elle retourna ensuite sur les lieux où se trouvait encore la nourrice. Ada était assise en silence près de la fenêtre et semblait parfaitement calme. Mais quelques instants plus tard, lorsqu'une voiture de police passa devant la maison, la jeune femme perdit tout contrôle. Elle s'effondra au sol en pleurs et se mit à répéter, de manière quasi incohérente, qu'elle n'avait jamais fait de mal à Kyle. La voiture de police se dirigeait effectivement vers le domicile de la famille Lazarchik. Des inspecteurs étaient dépêchés sur place afin d'interroger Ada, la personne ayant contacté les services d'urgence. Elle était également la seule adulte présente dans la maison au moment des faits. En entrant dans les lieux, les agents constatèrent que la jeune femme était très agitée et manifestement en état de détresse émotionnelle. Janet tenta de la réconforter, mais sans grand succès. Les enquêteurs attendirent qu'elle retrouve un minimum de calme avant de commencer leur interrogatoire, dans le but de recueillir le plus d'informations possible sur les circonstances de l'incident. Une fois partiellement remise, Ada expliqua qu'elle avait sorti Kyle de sa chaise haute, qu'elle l'avait déposé sur le sol de la salle de jeu, puis qu'elle lui avait donné de légères tapes dans le dos pour l'aider à évacuer ses gaz. L'enfant, selon elle, s'était alors mis à vomir. Toujours d'après ses déclarations, elle serait allée chercher un récipient dans la cuisine afin de recueillir les vomissures, précisant que Renée n'aimait pas que des taches salissent le sol. Après un bref nettoyage, elle aurait remarqué que Kyle était devenu bleu et qu'il avait commencé à convulser. Elle déclara alors l'avoir immédiatement porté dans le salon, avoir composé le numéro des secours, puis avoir suivi scrupuleusement les instructions données par le régulateur d'urgence. Pendant qu'un agent interrogeait la nourrice, son collègue contacta l'hôpital afin de s'enquérir de l'état de santé du jeune patient. Après avoir reçu une description détaillée des blessures subies par l'enfant, le policier se tourna vers son coéquipier et lui fit remarquer que le récit d'Ada ne permettait en rien d'expliquer des lésions d'une telle gravité. Face à cette observation, la jeune femme déclara d'abord que Kyle avait peut-être heurté sa tête pendant qu'elle s'était absentée de la pièce. Toutefois, les policiers constatèrent que le sol de la chambre était recouvert d'un tapis épais, ce qui rendait cette version peu plausible à leurs yeux. Cherchant une autre explication logique, Ada affirma ensuite que l'enfant avait pu se cogner la tête contre le cadre de la porte alors qu'elle le transportait d'une pièce à l'autre. À la demande des agents, elle montra comment, selon elle, le choc avait pu se produire.
Les policiers examinèrent aussitôt le cadre en question, et plus précisément l'endroit supposé de l'impact, mais ils n'y relevèrent aucune trace de dommage. Malgré cela, Ada maintint cette version, insistant sur la violence du choc, en précisant qu'elle courait pratiquement avec l'enfant dans les bras. Pourtant, 1 minute plus tard, elle hésita, puis se contredit. Il n'y aurait finalement pas eu de choc du tout. Elle affirma qu'elle avait toujours pris soin des enfants, qu'elle ne les avait jamais secoués et qu'elle n'avait jamais levé la main sur l'un ou l'autre des jumeaux. En conséquence, la police constata qu'Ada ne cessait de modifier sa version des faits. Les agents tentèrent de la raisonner et l'exhortèrent à dire la vérité, soulignant que ces informations pouvaient potentiellement sauver la vie d'un petit garçon. Mais, à leur grande déception, la jeune femme ne fournit aucune explication supplémentaire. À l'issue de l'interrogatoire, les policiers transmirent leurs observations à leur hiérarchie, puis placèrent Ada en garde à vue dans le cadre de la procédure en cours. Au même moment, d'autres agents arrivèrent au domicile de la famille Lazarchik et commencèrent immédiatement l'examen de la scène. Une fois leur travail terminé, Janet, qui se trouvait toujours sur place pour veiller sur la maison des propriétaires, entreprit de nettoyer. Alors qu'elle faisait le ménage, elle remarqua qu'un morceau de ruban adhésif dépassait de la porte d'un placard situé sous l'îlot de cuisine. En ouvrant cette porte, elle constata qu'elle était cassée et ne tenait que grâce au ruban. En tentant de la refermer, celle-ci s'effondra aussitôt. Cet état du mobilier lui parut étrange. Elle savait que René et Mike faisaient toujours preuve de la plus grande vigilance lorsqu'il s'agissait d'objets endommagés. En règle générale, ils les remplaçaient immédiatement afin d'éviter tout risque pour leurs enfants. Guidée par une intuition, Janet signala la porte défectueuse aux policiers. Peu après, ceux-ci examinèrent soigneusement le placard, puis interrogèrent les parents sur son état. René et Mike déclarèrent tous deux qu'à leur dernière utilisation, la porte était intacte et n'avait jamais été réparée à l'aide de rubans adhésifs. À l'approche du vendredi 14 octobre, les derniers espoirs de guérison des parents de Kyle furent définitivement anéantis. Les médecins chargés de son suivi annoncèrent que le jeune garçon était en état de mort cérébrale. Submergés par une douleur indescriptible, les parents prirent alors la décision déchirante d'autoriser l'arrêt des machines qui maintenaient encore leur fils en vie. Peu après, l'enfant s'éteignit. 3 jours plus tard, le 17 octobre, les enquêteurs procédèrent à un nouvel interrogatoire d'Ada, toujours détenue dans un centre de rétention après avoir été mise en examen pour avoir volontairement porté atteinte à l'intégrité physique d'un mineur. Cette fois, la nourrice déclara que la veille de l'incident, elle avait préparé des macaronis au fromage pour les jumeaux, à la demande de René. Selon ses dires, Kyle était assis sur le plan de travail de la cuisine pendant le repas lorsqu'il serait soudainement tombé au sol, se cognant la tête contre le carrelage. Ada affirma avoir alors relevé l'enfant avec précaution pour vérifier s'il était blessé. Selon elle, seule une rougeur au niveau de l'oreille droite avait attiré son attention. Elle expliqua avoir appliqué une compresse froide sur la zone concernée avant de lui administrer un analgésique. Lorsque les enquêteurs demandèrent à la jeune femme pourquoi elle n'avait pas parlé plus tôt de cet incident aux autres policiers, elle répondit qu'elle pensait tout simplement qu'ils ne la croiraient pas. Ada précisa également qu'elle n'en avait rien dit à la mère de l'enfant, car cette dernière souffrait de maux de tête en rentrant du travail. Selon la nourrice, Renée était sujette à des migraines fréquentes et lui demandait régulièrement de tamiser la lumière et de faire en sorte que la maison reste calme. Peu de temps après, Ada comparut devant le tribunal. Le juge ordonna son placement en détention provisoire dans le cadre d'une inculpation pour meurtre aggravé. Le montant de la caution fut fixé à 750 000 $. Ni la jeune femme ni les membres de sa famille ne disposaient des ressources nécessaires pour s'acquitter d'une telle somme. Elle fut donc contrainte de rester en détention jusqu'à la tenue de l'audience finale. Par ailleurs, selon le procureur général, compte tenu des circonstances aggravantes, Ada risquait d'être condamnée à la peine de mort. En complément des éléments déjà exposés, le témoignage de plusieurs experts convoqués dans le cadre de l'enquête, et notamment celui du spécialiste ayant directement pris en charge l'état de santé de Kyle, s'est avéré déterminant. Le docteur Matthew Cox, qui examina l'enfant à l'hôpital pour enfants de Dallas, déclara que le petit garçon était déjà inconscient lorsqu'il fut admis dans son service. Il décrivit ensuite de nombreuses lésions situées sur les côtés droit et gauche de la tête, ainsi que des ecchymoses sur les 2 bras. En outre, il observa 2 petites hémorragies ayant formé des ecchymoses au niveau de la tempe droite, ce qui, selon lui,
suggérait que l'enfant avait reçu 3 coups distincts, portés avec des degrés de force différents. Le médecin signala également la présence d'hémorragies cérébrales et rétiniennes, notamment à l'œil droit. Le tissu cérébral était nettement enflé, et la pression intracrânienne atteignait 90 mm de mercure, alors que la norme se situe autour de 20. Sur la base de ces constatations, le Dr Cox conclut que l'enfant avait été victime d'un traumatisme crânien majeur. L'ensemble des lésions relevées correspondait à des coups violents assénés avec un objet contondant. Selon lui, les blessures décrites étaient compatibles avec des impacts intentionnels provoqués par un objet dur, tel qu'une porte de placard de cuisine brutalement refermée sur la tête de l'enfant. Enfin, l'expert précisa que de telles blessures ne pouvaient en aucun cas être compatibles avec une simple chute d'un plan de travail ou un choc accidentel contre un encadrement de porte. Un autre témoignage essentiel fut apporté par Kerry Quist, expert à l'Institut médico-légal de Dallas. Celui-ci avait préalablement mesuré l'écartement entre les points de fixation de la porte endommagée d'un placard de cuisine et constaté qu'il correspondait précisément à la distance séparant les blessures observées sur le crâne de Kyle. Le même spécialiste analysa également le ruban adhésif ayant servi à réparer de manière improvisée ladite porte. 2 traces d'ADN distinctes y furent relevées. L'une, nettement identifiable, appartenait à Ada. L'autre, beaucoup plus légère, n'a pu être formellement attribuée. Toutefois, les enquêteurs supposèrent qu'elle pourrait provenir de l'enfant. Après ces expertises, Mike, le père de Kyle, fut invité à témoigner à son tour. Il déclara qu'au soir du 12 octobre, son fils était en parfaite santé et que le matin du 13 octobre, il ne présentait aucune ecchymose ou trace visible de blessure à la tête. L'homme précisa qu'il avait lui-même préparé le petit déjeuner ce jour-là, ouvrant et refermant plusieurs placards pour y prendre ustensiles et aliments. Selon ses dires, toutes les portes, y compris celles qui se révéleraient plus tard endommagées, étaient alors parfaitement fonctionnelles. Il affirma que ce matin-là, toute la famille avait pris le petit déjeuner ensemble et que les enfants semblaient éveillés, dynamiques et en bonne santé. Au regard de l'ensemble des éléments réunis, il apparaît clairement que les événements ayant conduit à la mort de Kyle se sont produits à un moment où aucun autre adulte que la nourrice n'était présent dans la maison. Pendant ce temps, les 12 membres du jury s'étaient retirés de la salle d'audience afin de délibérer sur le verdict de l'affaire. Profitant de cette pause, les parents de Kyle présentèrent des photographies et des vidéos de leur fils défunt. Ils retracèrent ensuite les grandes étapes de sa courte vie, depuis sa naissance jusqu'à son dernier souffle. La quasi-totalité des personnes présentes dans la salle furent gagnées par l'émotion et versèrent des larmes. Quelques heures plus tard, le jury fit son retour et l'audience reprit. Ada Quadros Fernandez fut reconnue coupable de meurtre avec préméditation sur mineur et condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. À l'annonce du verdict, la mère d'Ada, venue spécialement du Pérou pour assister au procès, s'écria à sa fille qu'elle la ferait sortir de prison, quoi qu'il en coûte. À partir de ce moment, les parents de la condamnée entamèrent une campagne visant à contester la décision. Ils affirmèrent que le verdict ne reposait pas sur des éléments de preuve solides, mais qu'il s'agissait, selon eux, d'un acte de discrimination raciale. Ils soutinrent également que les avocats commis d'office n'avaient pas assuré une défense suffisamment rigoureuse. Par conséquent, les proches de la jeune femme condamnée prirent la décision de faire appel à des avocats chevronnés, capables de défendre au mieux les intérêts de leur fille et d'interjeter appel. Toutefois, engager de tels professionnels supposait des ressources financières considérables. Bien que la famille d'Ada ne disposât pas de cette somme, elle refusa de se laisser décourager. Au cours des mois suivants, ses membres sollicitèrent toute forme d'aide possible, tant auprès des autorités péruviennes que de la communauté latino-américaine. Ils déployèrent tous les efforts nécessaires pour réunir les fonds requis. Pendant ce temps, Ada elle-même, incarcérée dans une prison de haute sécurité, manquait toutes les occasions de faire entendre sa voix et de clamer son innocence auprès du public. Finalement, la persévérance et la mobilisation conjointe de la jeune femme et de ses parents finirent par porter leurs fruits. 3 ans plus tard, en l'an 2000, les représentants légaux d'Ada et de sa famille déposèrent un mémoire auprès de la Cour d'appel du district du Texas. Ce document concis présentait plusieurs arguments mettant en évidence des erreurs précises commises par le tribunal de première instance. Après lecture du mémoire, la Cour d'appel rejeta 3 des 5 moyens invoqués, mais reconnut le bien fondé des 2 autres.
Cela suffit pour que les autorités décident d'annuler le jugement initial ainsi que le procès en raison de plusieurs irrégularités de procédure. À la suite de cette décision, la famille d'Ada entreprit à nouveau de réunir les fonds nécessaires à l'organisation d'un nouveau procès. Dans le cadre de cette campagne, elle alla jusqu'à solliciter le soutien du président du Pérou. Au milieu des démarches administratives et des préparatifs indispensables à la reprise complète du processus judiciaire, 3 nouvelles années s'écoulèrent. Le 10 juillet de l'année 2012, le processus de sélection des 12 jurés débuta. Ces personnes furent choisies par le système judiciaire parmi plus d'une centaine de candidats potentiels. Avec le soutien de son avocat, Ada continua de clamer son innocence. Toutefois, elle ne nia pas toute forme de responsabilité dans les faits. La défense fit valoir que, le 12 octobre, l'enfant était tombé de la table de la cuisine et s'était blessé à la tête. Selon la même version, la blessure aurait été aggravée le lendemain, lorsqu'Ada, courant d'une pièce à l'autre avec le garçon dans les bras, aurait accidentellement heurté sa tête contre le montant latéral de l'encadrement d'une porte. Cette fois, la défense de l'accusé étaya ses arguments à l'aide du témoignage d'un expert médico-légal invité, fort de 40 années d'expérience. Ce spécialiste confirma intégralement la version présentée par la défense. Il précisa notamment que certaines des lésions constatées sur Kyle auraient pu être survenues à l'hôpital, au moment de la pose d'un cathéter destiné à évaluer l'œdème cérébral. Cependant, ces déclarations furent vivement contestées par l'accusation. Par ailleurs, la défense fit également appel au témoignage d'un employé de l'entreprise ayant fabriqué les armoires de cuisine installées dans la maison des Lazarchik. Ce témoin présenta à la cour plusieurs hypothèses concernant les circonstances possibles de la détérioration de la porte de l'armoire. Toutefois, il n'exclut pas non plus que les faits aient pu se dérouler conformément à la version avancée par l'accusation. En fin de compte, les avocats de la défense soutinrent qu'il n'existait aucune preuve matérielle suffisamment solide pour justifier la condamnation d'Ada. Toutefois, l'accusation maintint fermement sa position, en mettant l'accent sur les conclusions des rapports médicaux, ainsi que sur les nombreuses contradictions relevées dans les déclarations successives de la jeune femme. Le moment le plus bouleversant du procès fut sans doute le témoignage déchirant du père de l'enfant décédé, qui raconta en détail les 2 derniers jours de la vie de son fils. Il tenta d'abord de décrire à la cour ce que représentait le fait de voir son enfant relié à d'innombrables tubes et appareils médicaux, maintenant artificiellement sa survie. Il évoqua ensuite le moment où tout espoir s'éteignit, avant de relater comment l'enfant fut débranché du respirateur artificiel et s'éteignit dans ses bras. À la fin du procès, la décision concernant le verdict reposait une fois de plus entre les mains des 12 membres du jury. Ils délibérèrent pendant 5 heures et demandèrent même à réécouter l'enregistrement de l'appel passé par la nourrice au service d'urgence. Finalement, ils déclarèrent une nouvelle fois Ada Quadros Fernandez, âgée de 33 ans à l'époque, coupable d'homicide volontaire sur un enfant. L'accusé fut donc à nouveau condamné à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Les parents d'Ada refusent toujours de croire à son implication dans la mort de l'enfant. Ils affirment qu'un tel verdict constitue un acte de discrimination raciale et restent déterminés à introduire un nouvel appel. De retour en détention, Ada intégra l'équipe de volley-ball du centre pénitentiaire. Elle apprit également le braille et remporta un concours de dessin grâce à une représentation de la Vierge Marie qu'elle décida ensuite de mettre aux enchères. En octobre 2007, les parents de Kyle engagèrent une action civile contre l'agence ayant recommandé Ada comme candidate au poste de nourrice. L'île de Jersey est située dans la Manche et fait partie des îles anglo-normandes. Elle s'étend sur 116 km² et compte plus de 100 000 habitants permanents. Bien que considérée comme une possession de la couronne britannique, l'île n'est pas considérée comme faisant partie du Royaume-Uni. Elle dispose également de son propre parlement et comprend plusieurs petites îles. Entre 1957 et 1971, la population locale a été terrorisée par un criminel surnommé la Bête de Jersey. En novembre 1957, une infirmière de 29 ans attendait un bus à l'arrêt de Saint-Hélier, la capitale de Jersey, lorsqu'elle a été attaquée par un homme portant un masque recouvrant entièrement son visage. Il lui a habilement passé une corde autour du cou, puis l'a traînée jusqu'au bord de la route et a abusé d'elle. La victime a subi des blessures assez graves, mais elle a réussi à survivre et à raconter ce qu'il s'est passé. Selon elle, l'agresseur avait un accent irlandais et une odeur de moisi caractéristique,
mais elle n'a pas pu voir son visage. Après cela, il n'y a pas eu d'incident similaire jusqu'en mars 1958, lorsqu'une autre femme a été agressée à l'arrêt de bus où la première victime avait été attaquée. L'agresseur s'est approché d'elle par derrière, lui a passé une corde autour du cou et l'a traînée dans un champ. Plus tard dans l'année, en juillet, une autre femme a été attaquée et son corps torturé a été retrouvé près d'un arrêt de bus. En août 1959, un autre incident similaire s'est produit dans le sud-est de l'île, mais pas à un arrêt de bus cette fois-ci. On sait que la victime rentrait chez elle lorsqu'elle a été interceptée par un inconnu. C'est ce qui est arrivé à une autre femme en octobre de la même année dans la région de Saint-Martin. Cette fois-ci, la victime a réussi à se défendre contre son agresseur. Lorsqu'elle s'est rendue au poste de police pour signaler cet événement odieux, elle a fourni quelques détails importants qui pourraient permettre de retrouver son agresseur. D'après la description, l'agresseur est âgé de 30 à 40 ans et ne mesure pas plus de 170 cm. Il avait également un accent irlandais et une corde qu'il a utilisée pour tenter de la maîtriser. Les agents ont immédiatement fait le lien entre cette agression et les précédentes et ont réalisé qu'elles avaient été commises par la même personne. Toutes les victimes qui ont survécu ont parlé de l'odeur forte émanant de l'agresseur ainsi que de la brutalité avec laquelle il les avait maltraitées. C'est peut-être pour cette raison que les habitants l'ont surnommé la bête de l'île de Jersey. Au début de l'année 1960, une autre agression similaire a été enregistrée, mais elle n'a pas eu lieu dans la rue. Elle s'est produite à la maison. De plus, l'enfant agressé dormait paisiblement dans sa chambre au moment des faits. L'agresseur est entré furtivement dans la maison, a passé une corde autour du cou de l'enfant et l'a maîtrisé ainsi. Il l'a ensuite emmené lentement à l'extérieur pour assouvir ses fantasmes dépravés. La deuxième agression a eu lieu au début du mois de mars. L'auteur s'est arrêté à côté d'une jeune fille qui marchait en direction d'un arrêt de bus et lui a proposé de la raccompagner chez elle. Pendant le court trajet, il s'est présenté comme médecin, ce qui a permis de gagner la confiance de sa victime. Néanmoins, la jeune fille a remarqué que l'homme était habillé de manière plutôt étrange. Elle a notamment été troublée par ses gants particuliers. Cependant, à cause de l'obscurité, elle ne pouvait pas voir son visage. À un moment donné, l'inconnu a quitté la route principale et a foncé dans un champ. Là, il a attaqué la victime et lui a bandé les yeux. Il l'a menacé de lui ôter la vie si elle ne satisfaisait pas sa demande. Les mains derrière la tête, il a traîné la jeune fille hors de la voiture et a commencé à l'agresser sexuellement. Il l'a ensuite remise dans la voiture. Cependant, il a manqué de vigilance et la jeune fille a réussi à se libérer et à prendre la fuite. La jeune fille s'est immédiatement mise à crier et, heureusement pour elle, 2 hommes qui circulaient en voiture ont arrêté leur véhicule et sont rapidement venus à son secours. Quelques jours plus tard, une nouvelle attaque a eu lieu. Une mère et sa fille vivaient dans un quartier relativement isolé et calme de Saint-Martin's, et il n'y avait littéralement aucun signe de trouble lorsque cet horrible incident s'est produit. La femme s'est réveillée vers minuit lorsque l'appareil a sonné au rez-de-chaussée de leur maison. Elle est descendue pour décrocher le combiné, mais n'a entendu qu'un léger déclic. Elle s'est ensuite recouchée et s'est endormie. Mais 1 heure plus tard, elle a été réveillée par un bruit étrange provenant de l'étage inférieur. Elle est descendue pour voir ce qui se passait. Mais à peine arrivée au rez-de-chaussée, la lumière s'est soudainement éteinte et elle a clairement entendu quelqu'un se déplacer dans le salon. Effrayée, elle s'est précipitée vers le téléphone pour appeler la police. Mais dès qu'elle a réussi à décrocher le combiné, elle a constaté que la ligne était coupée. L'inconnu, quel qu'il soit, avait apparemment réussi à couper les fils du téléphone. Puis, quelqu'un l'a attrapé par le cou et lui a demandé de lui donner de l'argent. Les cris de la femme ont immédiatement réveillé sa fille, qui est descendue. L'homme a alors lâché le cou de la femme, qui a profité de l'occasion pour courir vers la sortie. Très effrayée, elle a oublié de dire à sa fille de s'enfermer dans sa chambre et de ne pas sortir avant son retour. Arrivée à la maison la plus proche, elle a réveillé les voisins qui ont immédiatement appelé la police. Mais lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux, l'agresseur avait pris la fuite. En avril de la même année, un autre incident similaire a été signalé. Une jeune femme de Groveville s'est réveillée tôt le matin en entendant un bruissement dans sa maison. Lorsqu'elle a ouvert les yeux, elle a vu un homme portant un masque monstrueux qui la regardait. La jeune fille s'est immédiatement mise à crier si fort que son voisin est venu à son secours.
C'est la première apparition de l'homme au masque sinistre qui a terrifié toute la population de l'île pendant plusieurs années. Pendant un certain temps, personne n'a fait le lien entre cette attaque et les précédentes. Bien que le mode opératoire soit similaire, l'apparence de l'agresseur est quelque peu différente. En juillet 1960, un garçon de 8 ans a été enlevé devant chez lui. Un homme vêtu d'un imperméable l'a emmené dans un endroit isolé et l'a forcé à avoir des relations intimes avec lui. Étonnamment, après cet incident, les attaques ont cessé pendant un certain temps. Cependant, en février 1961, l'auteur des agressions a récidivé. Au total, 3 plaintes ont été déposées auprès de la police en février, mars et avril. Toutes concernaient des enlèvements d'enfants à leur domicile. À ce moment-là, la bête de l'île de Jersey sévit depuis plus de 3 ans et les policiers n'ont toujours pas réussi à l'attraper. Ils ont interrogé plus de 30 000 personnes et ont parlé à la plupart des habitants ayant un casier judiciaire. Mais ils n'ont jamais obtenu de résultats concrets. La presse était au courant de tous les détails de l'enquête et des manquements des policiers. Et tous les habitants étaient effrayés par la situation. Ils ont donc décidé de faire appel à un détective privé. L'une des premières actions de ce dernier a été de lancer un appel à la vigilance à l'attention de tous les habitants. Ils ont également reçu diverses instructions susceptibles de les aider à attraper le coupable. Au fil du temps, la police est arrivée à la conclusion que toutes ces attaques, bien qu'elles présentent quelques différences, avaient été commises par la même personne. Sur la base de cette hypothèse, un nouveau profil détaillé du suspect a été établi. On sait que l'auteur des faits attaquait le plus souvent la nuit, approximativement entre 22h et 4h du matin. Il commettait généralement ses attaques durant les week-ends. Il connaissait également très bien l'île, notamment les parties orientales. Il s'agit d'un homme âgé de 40 à 50 ans, de corpulence moyenne, mesurant au maximum 180 cm. Il avait un accent irlandais et une voix aiguë. Son visage était en grande partie caché sous un masque ou un foulard. Il pouvait porter une veste ou un imperméable jusqu'aux genoux. Il portait parfois un bonnet et des gants et dégageait une forte odeur d'humidité. Il portait une torche lors de ses attaques et suivait un schéma similaire à chaque fois. Il pénétrait dans les maisons par une fenêtre et s'emparait rapidement et silencieusement de ses victimes. Il leur bandait les yeux et leur passait une corde autour du cou. Il les emmenait ensuite dans un endroit isolé où il les maltraitait. Pendant les agressions, il parlait beaucoup. Il évoquait parfois sa femme et sa défunte mère, qu'il aurait tuée à cause de ses problèmes d'alcoolisme. Il était également un fumeur régulier. Toutes ces caractéristiques étaient courantes sur l'îlot, et si l'un des habitants avait le moindre indice sur l'identité de cet homme, il devait immédiatement contacter la police. Grâce à la diffusion de ces informations, l'auteur des faits a abandonné sa poursuite. Aucun nouvel incident n'a été signalé pendant 2 ans. Pendant tout ce temps, l'île a pu profiter d'une paix très attendue. Cependant, en avril 1963, la bête de l'île de Jersey refait surface et commet plusieurs attaques en même temps. En juillet 1964, ce dernier s'en prend à une petite fille dans le quartier de Trinity. Le mois suivant, une nouvelle attaque survient dans le quartier familier de Groveville. Après cela, une nouvelle période de calme s'ensuivit. En 1966, les autorités reçoivent une lettre étrange d'un homme qui prétend être la bête de l'île de Jersey. Dans cette lettre, il évoquait le crime parfait qu'il comptait commettre. Le criminel promettait également de laisser des indices permettant de l'arrêter. Lorsque la lettre a été reçue, les autorités ont pensé qu'elle avait peut-être été écrite par le criminel recherché. Après cela, on n'entendit plus parler d'autres attaques jusqu'en août 1970, lorsqu'un adolescent fut réveillé par une lumière vive qui inonda la pièce. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il découvrit un homme portant un masque monstrueux et une longue cape qui tenait une torche enflammée dans sa main droite. Il menaça le garçon de revenir faire du mal à ses parents s'il ne se taisait pas, puis il le conduisit à l'extérieur, le pencha vers lui pour l'intimider et le laissa partir. L'adolescent était très effrayé et sous le choc. Il a néanmoins réussi à décrire ce qui lui était arrivé. Mais le plus important n'était pas cela, mais les blessures laissées sur son visage et son corps. Elles étaient absolument identiques à celles trouvées sur la plupart des victimes précédentes. À l'époque, de nombreux habitants de Jersey pensaient qu'un homme nommé Alphonse le Gastelois
un fermier et un pêcheur excentrique, était à l'origine de toutes les attaques. Les gens étaient persuadés que c'était lui qui avait perpétré les attaques, car il correspondait à la description de l'auteur présumé mieux que quiconque. Certains sont même allés jusqu'à mettre le feu à sa maison. Cependant, cet événement a confirmé son innocence, car les restes de l'incendie n'ont révélé aucune preuve de sa culpabilité. L'homme s'est ensuite retrouvé sans abri et a décidé de quitter l'île, mais les attaques n'ont jamais cessé. Vers minuit, le 10 juillet 1971, 2 policiers en patrouille dans la région de Saint-Hélier ont aperçu une voiture Morris, 1100 franchir un feu rouge. Les policiers se sont immédiatement lancés dans une course-poursuite qui n'a pas duré plus de 5 minutes. Au terme de celle-ci, le conducteur a sauté de la voiture et a tenté de prendre la fuite, mais l'un des agents l'a rattrapé. L'homme a ensuite été emmené au poste de police. Les patrouilleurs ont alors remarqué les vêtements inhabituels du détenu. Il portait un manteau en lambeaux qui descendait jusqu'aux genoux et dont les revers étaient hérissés de pointes. Des bandes de tissu étaient enroulées autour de ses poignets sur lesquels étaient plantés des clous. Son pantalon et sa cape étaient également en lambeaux. Pour une raison inconnue, il l'avait également glissé dans ses chaussettes. Il portait également des bottes noires et rugueuses aux pieds, dont l'odeur forte d'humidité indiquait la présence. La tenue de l'homme était déjà très étrange, mais lorsqu'il sortit les poches de sa cape, l'étrangeté devint encore plus manifeste. Parmi les objets qu'il y avait dans ses poches, il y avait une petite torche, un bonnet de laine, 2 longs lacets, plusieurs paquets de cigarettes vides, un écheveau de ruban adhésif, ainsi qu'une perruque noire et un hideux masque en caoutchouc aux multiples plis. Interrogé sur son accoutrement étrange et la raison pour laquelle il tentait de se cacher des agents de patrouille, il a répondu qu'il se rendait à une fête singulière. Il a ensuite déclaré que les clous et les pointes sur ses vêtements étaient nécessaires pour le protéger des personnes qui pourraient tenter de l'attaquer. Il n'a rien dit non plus au sujet du masque et de la perruque effrayant. Il ne savait tout simplement pas comment s'y prendre pour expliquer cette tenue. Plus tard, les policiers ont remarqué qu'il y avait des marques visibles de ruban adhésif sur son visage, indiquant qu'il avait clairement mis son masque peu de temps avant d'être arrêté. Le lendemain, les autorités ont procédé à une perquisition au domicile du détenu. Il ne faisait plus aucun doute qu'il s'agissait de la bête de l'île de Jersey. Cependant, ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur de la maison les a choqués au plus haut point. Une porte menant à une pièce secrète a été découverte dans la chambre principale. Lorsque les agents ont ouvert la porte, ils ont été immédiatement frappés par une odeur âcre de moisi. À l'intérieur de la pièce se trouvaient plusieurs vêtements, dont un vieux manteau beige, ainsi que des perruques et des faux sourcils. Un appareil photo était accroché à l'un des murs, ainsi que plusieurs photos de maisons et un hôtel de fortune sur lequel étaient disposés divers objets ayant apparemment un rapport avec la magie noire. On y trouvait également un certain nombre de livres et de manuscrits consacrés à des rituels occultes. Au terme des recherches, les autorités ont officiellement annoncé l'arrestation de la bête de l'île de Jersey. Il faut dire que la plupart des habitants ont été choqués d'apprendre qu'il s'agissait d'Edward Pesnell, un homme que tout le monde dans le quartier croyait inoffensif. Il était originaire de l'île de Jersey et issu d'une famille aisée. Il avait 46 ans au moment de son arrestation. Edward était en effet un entrepreneur en bâtiment bien connu, directement impliqué dans un grand nombre de projets de construction dans toute l'île. Il était également marié à Joanne Pesnell. Ils se sont mariés en 1959, mais leur mariage n'a pas été épanoui. Ils n'ont jamais été très proches, et c'est seulement après la naissance de leur fille qu'ils ont commencé à vivre comme mari et femme. Auparavant, Joanne dirigeait un petit orphelinat, où elle a rencontré Edward. Les enfants de l'orphelinat le connaissaient comme un homme qui avait toujours des bonbons et des cadeaux. Il se déguisait en Père Noël chaque année pour leur offrir des cadeaux. Il a toujours semblé être un homme gentil et correct. Son seul acte controversé connu est peut-être le vol de provisions pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a même été condamné à 1 mois de prison pour cela. Mais un jour, tout a changé. Il avait construit une petite extension à la maison avec un bureau et un salon. Le soir, il allait souvent pêcher et personne ne remarquait rien d'étrange dans son comportement. Même son épouse, Joanne, pensait que c'était un homme normal qui n'avait tout simplement pas envie d'avoir des relations intimes avec elle. Le procès d'Edward Pesnell, accusé de 13 chefs d'abus sur des victimes de tous âges, s'est tenu peu de temps après son arrestation. Bien que plus d'une centaine de personnes l'aient collectivement désigné comme leur agresseur, sa culpabilité n'a pu être prouvée que dans 6 cas. Selon le tribunal,
celui que l'on appelle la bête de l'île de Jersey, n'a jamais tué personne, bien qu'il ait été considéré comme suspect dans plusieurs meurtres. Sa principale motivation était sa foi alternative. C'est du moins ce que l'on peut déduire compte tenu de son obsession pour la magie noire. Pesnel lui-même n'a pas pu expliquer ce qui l'a poussé à commettre autant d'actes criminels. Il n'a donné que des réponses évasives, dépourvues de sens, et a la plupart du temps parlé de rituels ésotériques en tout genre. Chaque fois qu'on a essayé de l'accuser d'une quelconque agression, Edward a simplement répondu que la police devait d'abord prouver sa culpabilité. Au cours du procès, il est apparu non seulement à quel point Edward Pesnel était rusé, mais aussi combien ses attaques étaient planifiées. De nombreux éléments de preuve recueillis sur les scènes de crime indiquent qu'il choisissait chacune de ses victimes à l'avance. Parfois, il le faisait bien avant l'attentat. Ce fait explique comment il savait avec certitude dans quelle chambre se rendre et comment ne pas déranger les autres membres de la famille des victimes. Edward, plus que quiconque, savait comment entrer et sortir de la maison le plus discrètement possible. Quant à l'accent irlandais qu'il utilisait lors des attaques et aux cigarettes qu'il laissait souvent sur les lieux du crime, c'était uniquement pour semer la confusion parmi les enquêteurs. Edward ne fumait d'ailleurs même pas. Le masque qu'il portait était conçu non seulement pour se déguiser, mais aussi pour terroriser ses victimes. Il lui était ainsi plus facile de s'emparer de leur esprit. Les clous et les pointes sur ses vêtements étaient placés de manière à ce que la victime se blesse en essayant de résister. La lettre remise à la police, dans laquelle l'auteur parlait fièrement de ses actions et de ses projets, a bien été écrite par Edward lui-même. Après plusieurs examens médicaux, il a été établi qu'il était un homme d'une incroyable méchanceté. Il n'était toutefois pas malade mentalement. Il commettait des crimes parce que cela lui procurait un immense plaisir. En fin de compte, il n'a fallu que 38 minutes au tribunal pour rendre un verdict préliminaire concernant l'ensemble des chefs d'accusation. Edward a été maintenu en détention jusqu'à ce que le jugement final soit rendu. Peu de temps après, il a été condamné à 30 ans de prison. Pesnel a ensuite tenté de faire appel de la sentence, mais son appel a été rejeté. Il n'a toutefois purgé que les 2/3 de sa peine de 30 ans de prison et a été considéré comme un prisonnier modèle. Une fois libéré en 1991, Edward est retourné chez lui. Il n'a toutefois pas vécu longtemps sur l'île de Jersey, car les habitants ne lui ont littéralement laissé aucun répit. Il n'a finalement pas eu d'autre choix que de s'installer sur une île voisine, où il est mort d'une crise cardiaque en 1994, soit 3 ans seulement après sa libération. L'affaire Edward Pesnel figure sans aucun doute parmi les plus étranges et effrayantes de l'histoire. Il a terrorisé la population d'une île entière pendant des années. Cette affaire laisse pantois tous ceux qui pensaient qu'Edward était un homme bon. Elle prouve une fois de plus que les gens ne sont pas toujours ceux qu'ils prétendent être. Anna Kriegel, également connue sous le nom d'Anastasia, est née le 18 février 2004 dans la ville industrielle de Novokuznetsk, située en Sibérie. Elle a passé les premières années de sa vie dans un orphelinat. Le 10 août 2006, elle a été adoptée par un couple étranger. Géraldine Kriegel et son mari Patrick Kriegel sont devenus les parents adoptifs d'Anna. Ils étaient originaires de France. Cependant, ils vivaient depuis peu en Irlande. Ils menaient une vie stable et réussie. Géraldine travaillait comme cadre supérieur au service juridique de la CIE, la plus grande société de transport public d'Irlande. Patrick enseignait le français à l'Institut de technologie de Dublin. À un moment donné, l'homme s'est retiré de ses activités habituelles et a consacré la majeure partie de son temps libre à l'éducation de sa fille. Bien qu'aucun des parents d'Anna n'ait eu d'attache culturelle avec son pays d'origine et le lieu où elle est née, ils ont tous deux travaillé dur pour qu'elle ne perde pas le contact avec ses racines. C'est peut-être pour cette raison qu'ils n'ont pas changé le nom de leur fille. L'amour que Géraldine et Patrick portaient à leur fille était total et réciproque. D'après la mère, Anna se rendait chaque soir dans leur chambre pour leur souhaiter une bonne nuit et exprimer à quel point elle les chérissait. Malgré une enfance évoluant dans un environnement propice, la jeune fille a néanmoins été confrontée à certaines difficultés. Les problèmes sont apparus dès le plus jeune âge. Les diverses interventions médicales pratiquées sur Anna durant son enfance ont conduit à l'apparition de complications secondaires par la suite. La première information regrettable a été révélée lorsque les médecins ont diagnostiqué une tumeur dans l'oreille droite de la jeune fille. Anna a subi une opération chirurgicale qui s'est étendue sur une période de 5 heures.
En définitive, l'intervention a permis l'extraction de la tumeur. Les médecins estimaient que tout s'était déroulé de manière satisfaisante. Toutefois, il a été révélé ultérieurement que cette intervention avait engendré une diminution partielle de l'audition de l'enfant. De plus, l'intervention avait laissé une cicatrice très visible à l'arrière de sa tête. Cette blessure s'ajoutait à une autre blessure que la jeune fille avait subie il y a quelque temps. Elle avait trébuché pendant son jogging et s'était violemment cogné le menton en tombant. Selon Géraldine, Anna avait toujours l'air plus âgée que son âge. Elle attribuait cela à son patrimoine génétique. Elle était convaincue que les femmes de Sibérie avaient tendance à grandir plus vite. La jeune fille était de taille supérieure à celle de ses camarades. En fait, la croissance d'Anna a été si rapide qu'à l'adolescence, elle a commencé à ressentir des douleurs musculaires et osseuses. Ce phénomène n'est cependant pas rare. Il se produit chez de nombreux jeunes en pleine croissance. La douleur est généralement attribuée au fait que les muscles et les os des adolescents se développent à des rythmes différents. Malgré tout, Anna est décrite par ses parents adoptifs comme une jeune fille heureuse et joyeuse. Ils ont toujours été impressionnés par sa superbe voix de chanteuse. Elle désirait même s'initier à la guitare. Son intérêt pour la musique était évident. Lorsqu'elle se promenait, Anna prenait toujours ses écouteurs bleus préférés avec elle. Malgré tout, sa passion principale était la danse. Elle pouvait rester dans sa chambre pendant des heures, à écouter de la musique et à pratiquer les différents mouvements qu'elle avait appris dans le groupe de danse. En outre, la jeune fille était très active sur les réseaux sociaux. Elle publiait souvent des vidéos d'elle en train de danser et de chanter. Elle n'avait qu'une centaine d'abonnés. Néanmoins, elle consacrait beaucoup d'efforts à la gestion de son compte. Malheureusement, elle recevait souvent des commentaires insultants à son encontre sur les médias sociaux. Certains utilisateurs lui ont même conseillé de se faire du mal. Son apparence, notamment sa petite taille et son physique statufié, a été l'une des principales raisons des brimades qu'elle a subies à l'école. Sa taille et son physique imposant lui causaient plus de douleur que de fierté. Cependant, Anna est devenue une excellente nageuse grâce à ses capacités et à sa résistance. Au fil du temps, les premiers signes de déclin de sa santé mentale ont commencé à se manifester. Peu avant d'achever son parcours scolaire à l'école primaire, elle a sollicité l'aide de l'un de ses enseignants. Elle a avoué avoir des idées suicidaires. Ses parents d'accueil ont été profondément bouleversés par cette révélation. Ils craignaient que la situation ne s'aggrave au lycée. C'est pourquoi Géraldine et Patrick ont décidé de rencontrer l'administration de l'école où Anna devait être transférée. Ils voulaient que le personnel soit au courant de la situation, ce qui a en quelque sorte aidé. Lorsque la jeune fille était dans la classe, elle se sentait en sécurité. Mais en dehors des cours, les brimades continuaient. Beaucoup de ceux qui harcelaient Anna avaient commencé avant même le début de l'année scolaire. Les choses les plus cruelles sont arrivées pendant les vacances d'été. Des garçons qui avaient plusieurs années de plus qu'elle lui envoyaient des messages déplacés. Elle a également été victime d'attouchements sur les réseaux sociaux. C'est à l'agression qu'elle est le plus souvent confrontée. Cela est dû en grande partie à son apparence inhabituelle. Âgée de 13 ans, elle mesurait 1,73 m. Selon sa mère, elle pouvait passer pour une jeune fille de 18 ans. Son corps se développait à un rythme accéléré. Les adolescents les plus provocateurs franchissaient parfois la ligne qui sépare la violence psychologique de la violence physique. L'un de ces incidents s'est produit le soir d'Halloween. Alors qu'elle sortait d'une discothèque pour adolescents, Anna a été suivie par plusieurs garçons de son âge. Ils ont commencé à la suivre. L'un d'eux lui a demandé à plusieurs reprises d'aller dans les buissons. Il lui a attrapé le bras à plusieurs reprises. Le lendemain, les parents de la jeune fille ont signalé l'incident aux autorités. Finalement, le garçon n'a reçu qu'un avertissement. Il convient de préciser que l'apparence d'Anna n'était pas le seul motif de moquerie. Ses camarades de classe ont également fait remarquer qu'elle était une fille adoptive. Ils disaient que ses parents n'étaient pas ses vrais parents. À plusieurs reprises, Géraldine et Patrick ont montré à l'administration de l'école les messages offensants que leur fille avait reçus. Il est difficile de savoir comment les responsables de l'école ont réagi, mais la situation n'a jamais été résolue. Anna était une fille sensible. Bien sûr, elle paraissait heureuse dans la vie de tous les jours, mais intérieurement, c'était toujours le chaos. Selon Patrick, sa fille était déçue par les autres. Elle essayait de trouver un langage commun avec les autres enfants, mais ceux-ci ne cessaient de la rejeter. Tout cela ne pouvait que nuire à son estime de soi.
Anna a exprimé sa réticence à partager ses émotions par crainte de ne pas être comprise. Elle craignait que cela ne devienne un nouveau sujet de moquerie. Cette jeune fille n'était qu'une adolescente normale. Elle aurait dû profiter de sa jeunesse, mais au lieu de cela, elle avait peur de ses camarades. La peur l'avait littéralement envahie. Son comportement en a pâti. Ses parents ont remarqué qu'elle était anxieuse. Au lycée, la jeune fille a été impliquée dans plusieurs bagarres. Elle a été suspendue à plusieurs reprises. Elle en est arrivée au point où elle se maquillait les yeux pour faire semblant d'avoir des bleus. Elle a également posté des messages sur ses comptes de médias sociaux depuis d'autres comptes. Ils étaient plus effrayants que ceux qu'elle recevait de ses camarades de classe. Géraldine a rapidement remarqué cette situation. Elle a exigé que sa fille lui donne accès à tous les comptes. Elle lui a également demandé le code permettant de déverrouiller le téléphone portable. Depuis, Anna donne régulièrement son téléphone à ses parents pour qu'ils le contrôlent. Lors de l'une de ces vérifications, Géraldine a découvert une photo étrange d'Anna. On y voit Anna attachée à une chaise, les yeux fermés. Selon l'adolescente, il s'agit d'une blague. Néanmoins, l'instabilité émotionnelle de la jeune fille s'accentue. Son amour-propre est fortement ébranlé. Elle est même allée jusqu'à s'automutiler avec des ciseaux. À ce stade de la crise, ses parents ont décidé qu'il était temps de chercher de l'aide. Ils ont d'abord contacté l'antenne locale d'une organisation bénévole appelée Kildare Youth Services. Cette dernière soutient les jeunes en situation difficile. Cependant, le personnel de cette structure a rejeté la demande des parents d'Anna. Ils ont été informés de la blessure et ont orienté la jeune fille vers leurs collègues de la Pieta House. Spécialisés dans l'aide aux personnes ayant commis des gestes suicidaires, ces derniers ont accepté de prendre en charge Anna. Après que la jeune fille a suivi 6 étapes de thérapie à la Pieta House, Géraldine et Patrick ont de nouveau demandé, au nom de leur fille, à rejoindre les services de la jeunesse de Kildare. Finalement, sa demande a été acceptée. En fréquentant ces lieux, Anna a gagné en stabilité. Elle a également pu se lier d'amitié avec d'autres adolescents qui éprouvaient les mêmes sentiments et se trouvaient dans des situations similaires. Il semblait que la santé mentale d'Anna était enfin sur le point de s'améliorer. Mais la tranquillité d'esprit de ses parents a été de courte durée. Ils ont été pris dans le pire des cauchemars auxquels un parent puisse être confronté. En mai 2018, la vie d'Anna, âgée de 14 ans, se déroulait relativement bien dans la maison familiale de la banlieue de Dublin. Il est vrai qu'elle ne se montrait pas très brillante à l'école. Elle n'était toutefois pas une enfant stupide. Cependant, étudier en anglais représentait un défi pour elle. Selon sa mère, cela a considérablement retardé sa fille sur le plan éducatif. La situation s'est aggravée avec la détérioration de l'audition d'Anna, causée par la chirurgie. Les matières dans lesquelles Anna rencontrait le plus de difficultés étaient celles où elle devait mémoriser de nombreux termes et concepts. C'est pourquoi, le dimanche 13 mai 2018, la veille de ses examens, Géraldine a proposé à sa fille de l'aider dans ses études. C'était le matin, alors que maman et fille s'apprêtaient à étudier. Au bout d'un quart d'heure, Anna s'est souvenue qu'elle avait une réunion de famille prévue ce jour-là. Elles ont donc décidé de consacrer leur temps à regarder des films. Patrick, à son tour, commanda une pizza et prépara du pop-corn. En revanche, Anna n'a pas été satisfaite de la pizza et a pris la décision de se diriger vers un restaurant chinois situé non loin de chez eux. Pendant que les parents et les invités de la jeune fille buvaient et discutaient dans le salon, Anna et l'un de ses cousins se sont enfermés dans une pièce. Ils dansaient et se filmaient. C'était leur activité préférée. La réunion s'est terminée tôt. Lorsque les derniers invités sont partis, Anna est allée dans la chambre de ses parents pour leur souhaiter bonne nuit. Avant de se coucher, elle a demandé à sa mère de la réveiller tôt le matin afin qu'elle puisse se dire au revoir avant qu'elle ne parte travailler. Le 14 mai, au petit matin, la jeune fille a demandé à sa mère de lui écrire un mot. Anna avait besoin qu'elle quitte l'école plus tôt pour arriver à temps à sa séance de thérapie. La matinée s'est déroulée comme d'habitude au domicile familial. Géraldine est allée travailler, Anna est allée à l'école et Patrick est resté à la maison pour vaquer à ses occupations habituelles. Vers 5 heures de l'après-midi, on sonne à la porte de la maison. Patrick ouvre la porte et voit apparaître un garçon du même âge qu'Anna. L'adolescent, si après dénommé Garçon B parce que son identité a été cachée, est issu d'une famille aisée. Il avait déjà obtenu de bons résultats à l'école par le passé. Ses résultats scolaires étaient supérieurs à la moyenne.
Cependant, durant l'adolescence, son enthousiasme pour les études a commencé à diminuer. Bien qu'il sache travailler de ses mains, il s'intéressait davantage aux technologies modernes. Il se montrait également indifférent aux médias sociaux. Il était également indifférent au téléphone portable. Selon ses proches, il avait peu d'amis. Il ne pratiquait aucune activité physique. On le trouvait le plus souvent en compagnie de jeunes enfants. Au lieu de sortir, il préférait rester chez lui et regarder des dessins animés. Anna connaissait bien le garçon B. Elle allait dans la même école que lui. En s'approchant de la porte, la jeune fille a informé son père qu'elle ignorait pourquoi il était venu la voir. Elle l'a toutefois salué. Ensuite, les adolescents sont sortis. Ils voulaient parler entre eux pour que Patrick ne les entende pas. Après quelques minutes, Anna revint dans la maison et courut jusqu'à sa chambre. Elle enfila un sweatshirt noir orné d'inscriptions blanches que sa mère lui avait offert, puis un pantalon en faux cuir. La jeune fille redescendit ensuite et, avec un large sourire, assura à son père qu'elle serait de retour bientôt. Pour une raison qui lui échappe, Patrick ne demande pas à sa fille où elle va. Cependant, en regardant dans la rue voisine, il avait remarqué que les adolescents se dirigeaient vers le parc Santa Catalina. Ce jour-là, Géraldine était arrivée de Dublin plus tôt que d'habitude. De retour chez elle, elle apprend la nouvelle qui la choque immédiatement. Patrick lui avait parlé de ce garçon B, et lui avait dit qu'Anna était partie avec lui. L'inquiétude de Géraldine était justifiée. La jeune fille avait déjà été victime d'attouchements de la part d'autres adolescents. La mère savait qui était le petit ami B, et c'est cette conscience qui l'inquiétait. Elle s'est aperçue qu'Anna n'était pas son amie. Quelque temps après son retour, Géraldine a envoyé un message à sa fille pour lui demander de rentrer immédiatement. N'ayant pas reçu de réponse, elle en a envoyé un second. Dans ce message, la femme menace sa fille en lui disant qu'elle appellera la police si elle ne rentre pas rapidement. L'instinct maternel de Géraldine se manifeste. Elle se rend compte qu'elle agit comme une mère paranoïaque et obsessionnelle. Cependant, l'inquiétude pour sa fille l'a poussée à partir à sa recherche. Après avoir fait le tour du parc Santa Catalina, Géraldine n'a croisé que des promeneurs de chiens. Elle finit par rentrer chez elle. Après le dîner, elle est ressortie. Cette fois, elle prend la voiture. Elle espérait que sa fille était partie se promener en empruntant un itinéraire familier. Au fil des minutes, l'inquiétude de la femme grandit. Comme le garçon n'était pas proche d'Anna, Géraldine n'avait jamais rencontré ses parents. Elle ne connaît même pas l'adresse de son domicile. Après avoir appelé les parents d'autres élèves dans l'espoir d'obtenir cette information, elle se retrouve à nouveau désemparée. À sa connaissance, personne n'avait l'adresse ou le numéro de téléphone des parents de l'adolescent. Finalement désespérés, les parents d'Anna se sont tournés vers un vieil ami. Il s'agit de l'inspecteur à la retraite John Craving. Il leur a conseillé de se rendre immédiatement au poste de police. Les autorités ont accepté la plainte et tentent de rassurer les parents. Elles ont déclaré qu'il ne s'était pas écoulé beaucoup de temps. En effet, dans cette partie de l'Irlande, les forces de l'ordre ont reçu de nombreux signalements de disparition d'adolescents. Dans la plupart des cas, les disparus ont été retrouvés quelques heures seulement après avoir été signalés. Malgré cela, Géraldine insiste sur le fait que le comportement de sa fille est inhabituel. Les policiers n'ont pas jugé la situation alarmante. Ils sont néanmoins partis à la recherche d'Anna. La première chose qu'ils ont faite a été de trouver l'adresse du garçon en question. Lorsqu'ils sont arrivés à son domicile, il a déclaré qu'il l'avait effectivement emmenée avec lui. Selon lui, il l'avait vue pour la dernière fois dans le parc Santa Catalina vers 18h. Le 15 mai 2018 au petit matin, n'ayant reçu aucune information sur leur fille, ils ont entamé des recherches de leur côté. Leurs efforts se sont concentrés dans et autour de la zone du parc en question. Ils ont interrogé toutes les personnes qu'ils ont rencontrées. Personne n'a jamais déclaré avoir vu la fille. La police a finalement ouvert une enquête officielle sur la disparition d'Anna. Ils se sont de nouveau rendus au domicile du garçon, cette fois avec le sergent John Dunn, chargé de parler à l'adolescent. Grâce à ces questions, certains détails de l'incident ont commencé à émerger. Selon la nouvelle version des faits fournie par l'interview, il s'était rendu au domicile de la jeune fille à la demande de l'un de ses amis. Je l'appellerai Garçon A, qui, contrairement à Anna, est né dans une famille chaleureuse et aimante. Bien qu'il n'ait jamais présenté de symptômes de troubles mentaux, ses parents l'ont décrit comme un enfant étrange et singulier. Il montrait un intérêt inhabituel pour les films d'horreur.
Il passait également beaucoup de temps sur Internet et jouait à des jeux vidéo. La plupart de ces jeux étaient violents et explicites. Il n'a cependant jamais fait de mal à son entourage. Le garçon A avait pour habitude d'évacuer son énergie en pratiquant les arts martiaux. Il se passionnait également pour la structure du corps humain. Selon le garçon B, Anna était amoureuse de son ami. Le sentiment n'était pas réciproque. Le garçon A aurait demandé à son ami d'emmener Anna au parc pour qu'ils puissent discuter. Au bout d'un certain temps, le sergent a emmené l'adolescent dans le parc pour que ce dernier lui indique sur place le parcours qu'il avait suivi en compagnie de la disparue. Il s'intéressait surtout à l'endroit où il l'avait vue pour la dernière fois. Après avoir pris des notes sur une carte, le policier a laissé l'adolescent rentrer chez lui. Ensuite, les autorités ont fait une déclaration publique identifiant les caractéristiques externes et physiques d'Anna. La police a rapidement commencé à recevoir des informations sur le lieu où se trouvait potentiellement la jeune fille. Chacune d'entre elles a été examinée avec la plus grande attention. Certaines étaient proches de la vérité tandis que d'autres ont conduit les enquêteurs à des impasses. En explorant la voie ferrée près du parc, le sergent Dunn a rencontré un homme qui se promenait avec son fils dans les environs. Ce dernier lui a dit qu'il avait vu des reportages sur la disparition d'Anna à la télévision. Il a également indiqué qu'il y avait plusieurs bâtiments abandonnés derrière la station d'épuration où les adolescents de l'âge d'Anna avaient l'habitude de se retrouver. Les autorités ont décidé que les deux garçons mineurs étaient les principaux témoins de cette affaire. Ils sont donc partis à la recherche du garçon A pour l'interroger. Lorsque le sergent Dunn est arrivé au domicile de l'adolescent, il a réalisé que garçon A et son père étaient précisément les personnes à qui il avait parlé précédemment près de la voie ferrée. Après plusieurs heures, les policiers ont emmené les deux garçons dans un parc pour suivre le chemin qu'ils avaient emprunté le jour de la disparition d'Anna. Ce chemin a mené les policiers à proximité d'une piste de VTT. À ce moment-là, les adolescents ont échangé un regard que le sergent Dunn a décrit plus tard comme étant de connivence. Le sergent a alors pensé que les adolescents, qui n'avaient pas encore été inculpés, cachaient quelque chose d'important. De nouveaux détails sont alors apparus dans le récit de garçon B, qui ne figurait pas dans sa version initiale. Finalement, les policiers ont emmené les adolescents et leurs parents au commissariat. Garçon B a affirmé, comme auparavant, qu'il n'avait plus jamais entendu parler d'Anna après l'avoir laissée en compagnie de son ami. Selon lui, il n'avait aucune idée de ce qui pouvait lui être arrivé de grave. De son côté, le garçon A a fourni un compte-rendu extrêmement détaillé de ses déplacements ce jour-là. Il a expliqué que garçon B était l'un de ses amis les plus proches et qu'il s'était donné rendez-vous dans le parc dans l'après-midi. Selon lui, il n'avait pas réalisé que son ami amènerait Anna, qui l'ennuyait. Il avait réalisé que la jeune fille était amoureuse de lui. Elle l'avait déjà invité à sortir avec elle une fois. Il avait refusé à nouveau. La même chose s'est reproduite cette fois-ci. Après ces mots, Anna serait partie sans dire un mot. Les policiers ont remarqué que garçon A avait des blessures aux mains et au visage. Ils l'ont interrogé à ce sujet et il a expliqué qu'après avoir été laissé seul par Anna, il était allé se promener. Selon lui, alors qu'il marchait, il a été attaqué par deux hommes. Ils l'ont jeté au sol et lui ont donné plusieurs coups de pied. L'histoire semblait assez logique. Cependant, l'adolescent a ajouté quelques nouveaux détails. Il a déclaré avoir réussi à se relever et avoir porté un coup de pied à la tête de l'un de ses agresseurs. Cette partie du récit semblait davantage appartenir à un fantasme qu'à une réalité. Pour confirmer ou infirmer ce récit, les policiers ont continué à interroger l'adolescent. La description des agresseurs présumés faite par l'adolescent a permis aux autorités de réaliser des portraits robots de ces derniers. Les enquêteurs ont également pris des photos des agresseurs et réinterrogé les personnes présentes dans le parc le jour de la disparition d'Anna. Aucune des personnes interrogées n'a reconnu les agresseurs. Enfin, la police a prélevé un échantillon de boue sur les chaussures de l'adolescent et a saisi son téléphone portable. L'enquête a été dirigée par l'inspecteur Mark O'Neill le mercredi 16 mai 2018. L'hypothèse d'une disparition simple d'Anna a rapidement laissé place à celle d'un crime possible. Des agents issus de diverses agences ont participé à l'opération de recherche. Ils ont été chargés de procéder à un balayage complet du parc ainsi que de toutes les zones éloignées possibles, des fossés et des buissons. Au cours de leur inspection, les policiers ont découvert une maison abandonnée connue dans le quartier sous le nom de Glenwood House. Cette dernière avait été construite au XIXe siècle. La demeure était inhabitée depuis la fin du XXe siècle. Considérée comme une ruine par les habitants de la région,
Elle était également un lieu de cachette pour les adolescents qui voulaient se soustraire au regard des adultes. En raison de son éloignement et de son état de délabrement, ce bâtiment servait de lieu de cachette pour les adolescents qui voulaient se soustraire au regard des adultes. L'intérieur comme l'extérieur de la maison était jonché d'ordures. Les policiers se sont séparés en entrant dans la maison. Certains inspectent l'espace principal tandis que d'autres explorent les chambres. Au bout d'un des couloirs principaux se trouve une pièce dont les fenêtres sont condamnées. Il y avait encore de la lumière qui passait. L'un des policiers a fini par distinguer une silhouette humaine. Il s'agissait du corps sans vie d'une femme. Son visage était couvert de cheveux. Au bout de quelques instants, il apparut clairement qu'il s'agissait d'Anna. Elle avait un morceau de ruban adhésif autour du cou et l'extrémité de ses doigts était visible en dessous. Elle semblait essayer de l'arracher pour ne pas suffoquer. La jeune fille était nue. Elle ne portait qu'un bas noir. Après une brève fouille de la chambre, les policiers ont trouvé le reste de ses vêtements. Le soutien-gorge et le t-shirt de la victime avaient été déchirés en lambeaux. Des fragments de l'étui du téléphone portable d'Anna ont été découverts sur le sol. Un bâton et une brique tachée de sang ont été découverts à côté du corps. Tout cela indique qu'il s'est passé des choses terribles ici. Finalement, l'enquête s'est concentrée sur la thèse de l'enlèvement et du meurtre. Sur ordre de l'inspecteur O'Neill, les experts médico-légaux ont commencé à collecter et à analyser les preuves trouvées sur la scène de crime. Le corps d'Anna a été transporté au centre pour y subir une autopsie. L'ampleur des traumatismes subis par le corps de la jeune fille a choqué le pathologiste. Il lui a fallu plus de 40 minutes pour dresser la liste de toutes les parties du corps présentant des blessures. Les blessures les plus graves étaient localisées à la tête et au cou. Il a également été établi qu'Anna avait été contrainte d'avoir des relations intimes. Toutefois, on ignore si cela s'est produit avant ou après sa mort. Outre les échantillons de sang appartenant à la victime, les enquêteurs ont trouvé plusieurs empreintes digitales et des traces de matériel génétique sur ses vêtements. Ces éléments leur ont permis d'établir une chronologie des événements possibles. Anna a vraisemblablement été attaquée dès qu'elle s'est retrouvée dans cette pièce. Alors qu'elle s'effondrait sur le sol, son agresseur l'a frappée au moins 4 fois à la tête avec une brique. Malgré ses graves blessures, la victime était encore consciente et a tenté de s'échapper. Elle a griffé son agresseur avec ses ongles. Comme ses ongles étaient faux, certains se sont détachés et sont tombés sur le sol. Anna a ensuite été traînée jusqu'à la fenêtre. Elle s'est alors inclinée vers l'intérieur. La jeune fille était peut-être déjà morte à ce moment-là. Bien qu'il n'y ait pas d'indices sur la scène de crime désignant les garçons A et B, les policiers les ont rappelés pour les interroger. Ils ont toutefois d'abord décidé d'attendre les résultats de l'analyse des échantillons de boue prélevés sur les chaussures du garçon A. Finalement, l'analyse a révélé la présence de sang d'Anna dans les chaussures de l'adolescent. Le contenu de son téléphone portable a également été examiné. On y a trouvé diverses photos de nature dérangeante, une sélection de films d'horreur, ainsi que des notes énumérant des moyens de nuire à autrui. L'élément de preuve le plus troublant est l'historique des recherches effectuées sur le navigateur du garçon A. Il s'est avéré qu'il recherchait des informations sur les lieux abandonnés de la ville. Le 23 mai 2018, soit une semaine après la découverte du corps sans vie d'Anna dans les ruines d'une maison abandonnée, la police a obtenu un mandat d'arrêt à l'encontre des adolescents. Les parents des garçons ont été informés de la date à laquelle ils devaient se présenter avec leurs enfants pour les remettre aux autorités. L'ensemble de la procédure était confidentiel. Les policiers se sont présentés au domicile des adolescents en tenue décontractée. Ils ont également utilisé des voitures banalisées afin de ne pas attirer l'attention. Le premier à être interrogé est le garçon A. Il était accompagné de son père et d'un avocat. Son témoignage est identique à celui qu'il avait précédemment donné. Dans un premier temps, les interrogateurs ont montré à l'adolescent les images de vidéosurveillance. Ils ont montré 2 silhouettes. Les images étaient sombres et granuleuses. Le garçon A a été spécifiquement informé qu'il pourrait s'agir des hommes qui l'avaient attaqué dans le parc. La police a en fait découvert que les hommes figurant sur les images étaient Anna et le garçon A. L'adolescent a ensuite été confronté à des preuves de son implication. Le suspect, âgé de 13 ans, a répondu par des réponses évasives aux questions qui lui ont été posées. À un moment donné, il a refusé de faire le moindre commentaire, suivant les conseils de son avocat. Sans ces aveux,
Les enquêteurs ne pouvaient pas l'inculper formellement. Selon la législation locale, toute déclaration d'un suspect doit être acceptée, même si elle est fausse. Un autre interrogatoire du jeune homme s'est déroulé de la même manière. Son témoignage est le même que la nuit de la disparition d'Anna. Cependant, plus de 700 heures d'images provenant de diverses caméras de vidéosurveillance ont montré que son récit concernant le trajet qu'il aurait suivi dans le parc était faux. Le matin du 26 mai 2018, le garçon B a modifié sa déclaration. Il y indique qu'il a fait traverser la piste cyclable à Anna et non la zone du parc comme il l'avait initialement indiqué. Il a également affirmé que le garçon A était entré dans la maison abandonnée avec Anna. Alors qu'il quittait les lieux, il aurait entendu un cri. Selon lui, ce cri n'était pas très puissant. Le garçon B a supposé qu'Anna avait été attaquée par quelqu'un. Il pensait, en partant, que tout irait bien car son ami était là pour protéger Anna. Il a déclaré avoir menti lors du premier entretien parce qu'il ne se souvenait pas de l'itinéraire. Après s'en être prétendument souvenu, il n'a pas modifié sa déclaration car il craignait de paraître suspect aux yeux de la police. Lorsqu'on a montré au jeune homme le ruban adhésif trouvé sur la scène de crime, il l'a immédiatement reconnu. Il a déclaré qu'il l'avait donné à son ami quelques jours avant l'incident. Après ses aveux, l'adolescent a commencé à parler et à fournir de plus en plus d'informations nouvelles. Dans sa nouvelle version des faits, il raconte qu'après avoir laissé Anna en compagnie de son ami, il a décidé d'explorer les ruines de la maison. Entendant le cri de la jeune fille, le garçon B serait revenu dans la chambre et aurait vu le garçon A attaquer Anna. Selon lui, l'agresseur a d'abord tenté d'étrangler Anna pour ensuite lui arracher ses vêtements. La jeune fille pleurait et suppliait le garçon A de cesser. Mais ce dernier n'avait pas l'intention de s'arrêter. Dans la soirée du 26 mai, les autorités ont officiellement inculpé le garçon A pour meurtre. Les funérailles d'Anna ont eu lieu le jeudi 31 mai 2018. Les parents de la victime ont demandé au public de faire un don à une organisation russo-irlandaise qui s'occupe des processus d'adoption d'enfants. Grâce à cette dernière, ils ont pu faire entrer Anna dans leur famille. Le cercueil de la fille était décoré d'un drapeau russe et d'une poupée matrioshka. Ces éléments faisaient référence à ses origines. Une petite figurine de la tour Eiffel a également été placée sur le cercueil car c'était le passe-temps favori d'Anna durant ses vacances à Paris. Après l'enterrement, l'enquête sur les causes de sa mort a continué. L'inculpation du garçon A a permis à la police d'obtenir l'autorisation de fouiller le domicile et la chambre de l'adolescent. Plusieurs éléments de preuve y ont été découverts, qui ont renforcé les soupçons pesant sur l'accusé. Les autorités y ont trouvé un sac contenant ce qui a été décrit plus tard comme le kit du tueur. Il s'agissait d'un masque de cuir artisanal, de genouillères et de coudières, de gants et d'une écharpe en filet. L'examen médico-légal a révélé la présence du sang d'Anna sur chacun de ces objets. 2 téléphones portables ont également été découverts. Ensemble, ils contenaient plus de 12 000 images pornographiques. La plupart représentèrent des hommes, les yeux fermés, en train d'étrangler des femmes nues. Après avoir examiné l'historique de navigation de ces appareils, les enquêteurs ont découvert que l'adolescent visitait régulièrement des sites pour adultes. En règle générale, le jeune homme était attiré par des vidéos mettant en scène des filles russes. Certaines d'entre elles s'appelaient Anastasia. Au fil du temps, les preuves contre l'adolescent ont fini par se multiplier. Tout d'abord, un homme qui promenait son chien dans le parc a affirmé avoir vu l'accusé près d'une maison abandonnée le jour de la disparition d'Anna. Ensuite, un camarade de classe du jeune homme a témoigné. Selon lui, l'accusé aurait eu un comportement étrange pendant plusieurs jours après la disparition de la jeune fille. Par ailleurs, les enquêteurs ont reçu les résultats de l'analyse du matériel génétique trouvé sur les vêtements de la victime. La comparaison avec l'échantillon d'ADN prélevé sur l'accusé a révélé une concordance entre les deux. Cela a permis d'élargir les charges retenues contre l'adolescent de 13 ans. Il est désormais également accusé de contrainte aggravée à l'intimité. Depuis, les adolescents ont été interrogés au moins 3 fois plus souvent. Les enquêteurs ont tenté d'obtenir de plus amples informations sur le jour où l'infraction a été commise. Le garçon B a fait une nouvelle déclaration. Il a expliqué qu'à une époque, lui et le garçon A étaient proches amis. Cependant, ils se seraient récemment disputés et éloignés l'un de l'autre. Selon lui, il avait cessé de lui faire confiance. Ce dernier l'avait toujours trouvé étrange. Il avait peur de lui, même s'il ne comprenait pas exactement la raison de cette peur. Selon les éléments de preuve, 1 mois avant l'agression d'Anna, les 2 élèves ont eu une conversation. À ce moment-là, le garçon B n'avait pas pris ses paroles au sérieux. Il a néanmoins demandé à son ami de lui confirmer l'identité de la victime potentielle.
Ce dernier aurait répondu qu'il souhaitait éliminer Anna. Même après cette déclaration, le garçon B n'a pas cru que son ami pouvait vraiment commettre un acte pareil. L'adolescent ne se rendait pas compte que c'était exactement ce qu'il avait voulu faire lorsqu'il avait demandé d'amener la jeune fille de 14 ans dans la maison abandonnée. Alors qu'il assistait à ce crime brutal, le garçon B n'arrivait pas à croire à ce qu'il voyait. Selon lui, la peur qu'il a ressentie à ce moment-là l'a paralysé. Bien qu'il ait voulu aider Anna, il n'a pas pu bouger et s'est contenté de regarder. Bien que sa participation au crime n'ait pas été directe selon ses propres dires, il a tout de même été arrêté. Pour obtenir l'autorisation de rester chez eux en attendant le procès, les parents des accusés ont dû déposer une requête auprès de la Cour suprême. Le 2 août 2018, les deux garçons ont été libérés sous caution. L'âge des délinquants a contribué à cette décision. Ils étaient tous deux âgés de 13 ans. En raison de l'abondance des preuves médico-légales et visuelles, le processus de saisine des tribunaux a été différent de celui habituellement observé. Il a notamment été interdit au public d'assister au procès. Des salles séparées ont également été prévues pour chacune des familles des accusés. Elles pouvaient s'y reposer et s'entretenir en privé avec leurs avocats. Une pause de 15 minutes était observée après chaque heure de procès. Cette mesure visait à réduire la fatigue des adolescents. Les juges ont reçu l'ordre de ne pas porter les perruques et les robes traditionnellement portées pendant les sessions. Les autorités estiment qu'une telle image des juges pourrait effrayer les jeunes délinquants. La composition du jury a également été modifiée. Un nouveau groupe de 8 hommes et 4 femmes était constitué pour la procédure. Tous ont été informés de l'interdiction de révéler l'identité des accusés. Les avocats du garçon A ont demandé la tenue de 2 audiences distinctes. Ils ont fait valoir que le témoignage du garçon B aurait pu être sorti de son contexte et utilisé contre leur client. Le juge Paul McDermott, qui devait présider le procès, a toutefois rejeté cette demande. Il a estimé que séparer les deux affaires empêcherait le jury d'avoir une vision complète des événements. Les avocats du garçon B ont demandé que leur client soit interrogé par des experts spécialisés dans les traumatismes de l'enfance. Début 2019, un psychologue a diagnostiqué un syndrome de stress post-traumatique, également connu sous l'acronyme TSPT, chez l'adolescent. Ce trouble explique pourquoi l'adolescent n'a pas dit la vérité lors de sa première déclaration. Selon les experts, ces mensonges n'étaient pas dus à un sentiment de culpabilité, mais au grave traumatisme qu'il a subi après avoir été témoin du crime. Bien que les avocats de l'adolescent aient initialement prévu de faire témoigner des experts pour sa défense, ces témoignages auraient pu se retourner contre lui. L'un des psychologues a admis que le sujet avait révélé des informations qu'il n'avait pas communiquées à la police auparavant. Il n'est pas exclu que la divulgation de ces données lors du procès permette à l'avocat du garçon A de les utiliser pour défendre son client. En temps normal, la préparation d'un procès prend entre 18 et 24 mois. Cependant, comme je l'ai mentionné précédemment, le processus a été grandement accéléré dans cette affaire. La première audience a eu lieu en avril 2019. Géraldine et Patrick étaient présents dans la salle d'audience, tout comme les parents des adolescents qui se tenaient aux côtés de leurs enfants. Au fil de l'audience, les représentants des prévenus sont apparus de plus en plus inquiets. Le tournant pour la mère du garçon B est intervenu au moment où son fils a parlé d'Anna. Il a notamment fait des commentaires sur la façon dont elle s'habillait. Il l'a trouvée provocante. La douleur que ressentaient les parents d'Anna, ainsi que celle des parents de l'accusé, se lisait sur leur visage lors de la reconstitution des événements. La quantité de détails fournis par le garçon B au cours de son témoignage a choqué toutes les personnes présentes dans la salle d'audience. Des témoins ont été appelés à la barre tous les jours. Tout au long du procès, l'ensemble des preuves de l'implication des accusés ont été présentées. Elles ont également été accompagnées de plusieurs cartes numériques créées à partir d'images satellites. Celles-ci montrent la zone du parc Santa Catalina, où Anna a été vue pour la dernière fois. C'est dans cette zone qu'Anna a été vue pour la dernière fois. Une équipe de technologues du National Forensic Science Bureau a créé un modèle 3D de l'extérieur et de l'intérieur de Glenwood House. Ce modèle indique l'emplacement du corps d'Anna. Les jurés ont reçu des images réelles de la scène de crime sur lesquelles on peut voir la victime ainsi que l'arme du crime. L'équipe de défense du garçon B a décidé d'inviter un psychologue qui, avec ses collègues, fournirait une évaluation indépendante de sa santé mentale. L'expert a déclaré que l'adolescent avait été diagnostiqué comme souffrant d'un syndrome de stress post-traumatique à la suite de l'incident. Par ailleurs,
L'avocat du garçon a présenté le questionnaire scolaire de son client. Ce questionnaire a été rempli quelque temps avant l'agression d'Anna. Il y décrivait le garçon A. Il y mentionnait notamment que ce dernier aimait regarder des films d'horreur et passer du temps dans des endroits abandonnés. Le garçon B a également décrit son ancien ami comme une personne étrange ayant maintes fois mentionné des formes d'agression et de satanisme. Finalement, le juge a décidé que ces informations ne pouvaient être utilisées comme preuve par aucune des parties. Le jury s'est rapidement réuni pour commencer à délibérer. La dernière session du procès, qui s'est déroulée le 15 juillet 2019, a marqué la fin des audiences. Avant de rendre son verdict, le juge Paul McDermott a remercié le jury pour son travail tout au long du procès. Au terme de son délibéré, le jury a reconnu le garçon A, coupable des chefs d'accusation de meurtre et d'incitation aggravée à l'intimidation. Il a été condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité, avec possibilité de réexamen au bout de 12 ans. Le garçon B a quant à lui été reconnu coupable du chef d'accusation de meurtre. Il a été condamné à 15 ans de prison, avec une possibilité de réexamen au bout de 8 ans. Lorsque la sentence a été prononcée, les parents des adolescents ont serré leurs enfants dans leurs bras. Le père du garçon B n'a pas pu contenir ses émotions et a explosé de colère. Il a même été expulsé de la salle d'audience avant d'y être autorisé à retourner. Géraldine et Patrick, quant à eux, pleuraient doucement. Après la fin du procès, ils ont parlé publiquement de leur expérience de la perte d'Anna. Selon eux, leur douleur était immense et rien ne pouvait les dédommager du départ d'Anna. Les raisons pour lesquelles 2 garçons de 13 ans ont perpétré un massacre si brutal contre Anna restent inconnues. Certains avancent l'hypothèse selon laquelle la jeune fille a été victime d'un acte odieux simplement parce qu'elle était différente. Ce crime odieux n'a pas seulement ôté la vie à Anna et laissé ses parents dévastés, il a également détruit l'existence des accusés et de leurs familles. Dans une affaire qui a secoué tout le pays, les adolescents sont devenus les plus jeunes personnes condamnées pour meurtre en Irlande. Malgré la brutalité de leur acte, la loi irlandaise ne permet pas de révéler leur identité. En 2023, une dizaine de personnes ont été accusées d'avoir rendu publiques les données personnelles des 2 adolescents. Certains de ces citoyens pourraient être poursuivis en justice.